Dans ce café sciences sociales organisé par l'association des professeurs de sciences économiques et sociales, l'APSES. L'objectif des cafés sciences sociales, c'est de discuter de sciences sociales, d'économie, de sciences politiques, de sociologie, sur des questions d'actualité avec des chercheurs et des chercheuses, et dans un lieu qui est ouvert à tout le monde. Donc on en profite pour remercier le café Le Tourangeau qui nous accueille aujourd'hui. Donc encore une fois, n'hésitez pas à appuyer ces remerciements en consommant. Avec modération bien sûr. Alors le thème du jour, c'est la question des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Nos institutions sont-elles démocratiques? On accueille pour en parler Laureline Fontaine, qui est juriste, qui enseigne à l'université Sorbonne Nouvelle à Paris, et qui a publié un ouvrage l'année dernière sur le Conseil constitutionnel, intitulé « La Constitution maltraitée ». J'en ai apporté quelques ouvrages, donc si vous voulez, à la fin, vous pourrez en acheter, si vous êtes intéressé. On accueille également Audric Vitiello, qui est politiste. Donc politiste, ça veut dire chercheur en sciences politiques, pas homme politique, et qui enseigne à l'université de Tours sur le site des deux. Voilà, donc merci à tous les deux d'être venus, d'avoir accepté notre invitation, et merci à tout le monde d'être venu en nombre ce soir. Alors, je vais m'asseoir déjà. Et ensuite, donc pour commencer, avec la notion de démocratie. Quand on aborde la vie politique avec nos élèves, donc nous, professeurs de sciences économiques et sociales, c'est en classe de seconde, on commence à parler de la vie politique, et on présente le régime politique français comme une démocratie. On cite parfois l'expression « la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple ». Et on dit qu'il y a deux principes importants qui organisent cette démocratie, qui lui permettent de fonctionner. Premier principe, l'élection de représentants, qui vont prendre des décisions en notre nom. Et deuxième principe, le principe de la séparation des pouvoirs. Le pouvoir exécutif, qui applique les lois, est séparé du pouvoir législatif, qui décide des lois, et tous les deux sont séparés du pouvoir judiciaire, qui juge les écarts à la loi. Donc première question, est-ce que ces principes sont des principes réellement démocratiques? D'où viennent-ils? Et est-ce qu'on les retrouve dans les différentes démocraties, à travers l'histoire, à travers les différents pays, ou est-ce que c'est quelque chose de spécifiquement français? Donc je donne peut-être la parole d'abord à Audric Vitiello. Merci Yoann pour déjà cette question, mais aussi pour l'invitation plus généralement, et merci à l'association des professeurs de SES de me donner l'occasion de m'exprimer ce soir. Je vous prie par avance de m'excuser, je suis légèrement fatigué, je sors de cours justement de Lyon, donc j'enchaîne et ça commence à peser un petit peu sur le cerveau. Alors, ta question est une question extrêmement large, on pourrait faire des heures rien que sur cette question dans l'absolu, parce que ce qu'il y a derrière en fait, c'est quoi la démocratie? Et c'est une question infinie en réalité. Personne n'a une définition consensuelle en fait de la démocratie. Chacun propose plus ou moins sa propre définition avec ses propres caractéristiques. En fait, plus exactement, il y a longtemps eu une définition consensuelle de l'Antiquité au XIXe siècle. La démocratie, c'était Athènes. Démocratie directe, etc. Et, par ailleurs, c'était vu comme un mauvais système politique à éviter. D'où le développement de nos systèmes à nous, qui à l'origine ne se voulaient pas des démocraties, mais des gouvernements représentatifs, basés sur l'élection, parce que justement l'élection n'est pas un dispositif intrinsèquement démocratique. L'élection, c'est un dispositif foncièrement aristocratique. L'élection, ce qui sert à sélectionner des gens, à distinguer des gens qu'on estimera meilleurs que les autres pour nous gouverner. C'est foncièrement un dispositif aristocratique. C'était perçu unanimement comme tel de l'Antiquité au XIXe siècle. Montesquieu, par exemple, pour décrire les systèmes britanniques, il parle de république aristocratique. Parce qu'on élit les représentants qui gouvernent le peuple. Donc l'élection, en tant que telle, n'est pas un dispositif spécifiquement démocratique. Les cardinaux en conclave, ils vont élire le pape. Personne ne va dire que l'Église catholique, c'est une démocratie. Concrètement, l'élection ne fait pas la démocratie, ça ne suffit pas. Il faut d'autres éléments. Au minimum, un suffrage large, que nous, on a pris l'habitude d'appeler suffrage universel, qui en fait ne l'est pas, parce qu'il y a toujours les enfants qui n'ont pas le droit de vote,
un certain nombre de majeurs aussi considérés comme incapables, mais un suffrage globalement quasi à l'échelle de la société. Et il y a un deuxième critère qui va avec, et qui là fait transition vers la séparation des pouvoirs, c'est la question du pluralisme. Pour qu'une élection, pour que le peuple puisse avoir un minimum de pouvoir quand il vote, il faut qu'il y ait un choix ouvert. Pour qu'il y ait un choix ouvert, c'est pas si évident que ça en fait d'avoir un choix ouvert. Il y a plein de sociétés qui fonctionnent plutôt à l'homogénéité, à l'unification. La différence, c'est une source de conflit, c'est une source de danger. Ça, c'est pas nécessairement facile à assumer en tant que tel. Et l'un des dispositifs qu'on a pu imaginer pour garder un certain pluralisme, et pour le coup ce dispositif-là, on peut dire que dans une certaine mesure, il est déjà présent à Athènes, c'est la séparation des pouvoirs. Autrement dit, si je voulais faire provocant, je dirais l'élection n'est pas en soi démocratique, la séparation des pouvoirs, elle l'est. Parce qu'à Athènes, vous avez des institutions, le législatif, l'exécutif, le judiciaire, qui sont distincts et qui peuvent se contredire les uns les autres. À Athènes, quelqu'un qui propose une loi à l'Assemblée, une loi qui est votée, il peut être traîné devant les tribunaux pour avoir proposé une loi contraire aux intérêts de l'État, pour avoir proposé une loi contraire aux lois fondamentales. Il peut être condamné, la loi peut être annulée par les tribunaux. Donc il y a déjà quelque chose qui ressemble. On est très loin de l'état de droit actuel, parce qu'il n'y a pas d'État, donc au sens organisationnel, ça ne fonctionne pas pareil. Mais on a déjà un principe qui ressemble à de la séparation des pouvoirs, qui ressemble à une logique de contre-pouvoir institutionnel, avec bien sûr toutes les limites. C'est pas pensé aussi clairement qu'aujourd'hui, c'est pas théorisé aussi clairement. Mais à la limite, moi j'aurais tendance à dire qu'entre les deux, la séparation des pouvoirs me paraît plus foncièrement démocratique que l'élection. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Allez, c'est parti. Alors oui, je vais un tout petit peu compléter ce que tu as dit. Moi, quand on me demande comment on définit la démocratie, je réponds souvent que moi, je ne la définis pas, mais que, en fait, la démocratie, j'allais dire, elle se nomme un peu elle-même. C'est-à-dire que nous ne vivons pas dans des démocraties, nous vivons dans des pays qui se revendiquent comme étant des pays démocratiques. La Constitution nous dit que la France est une république démocratique. Donc c'est à partir de là que je parle de la démocratie. Lorsque, par exemple, j'ai un cours de système politique en 3e année, que je fais porter sur l'idée de démocratie. Et c'est système politique comparé en Europe. Et ce que je fais, c'est que je dis, voilà, tous les pays européens se disent démocratiques. Il n'y en a pas un seul qui ne se dit pas démocratique. Et à ce moment-là, je pars à la recherche de qu'est-ce que ça signifie pour ces pays-là que de se dire démocratique. Comment est-ce qu'ils étayent cette affirmation? Autrement dit, quels sont les mécanismes sur la base desquels ils se disent démocratiques? Qu'est-ce qu'on peut trouver en commun parmi tous ces régimes politiques? Alors c'est vrai que le critère qui semble être le premier critère, c'est celui de l'élection, qui est, on va dire, historiquement, effectivement, contre-intuitif. C'est vrai que l'élection, depuis Aristote jusque tous les penseurs pré-révolutionnaires, c'est un système oligarchique. C'est absolument pas du tout un système démocratique. Ce qui caractérise les démocraties, pour tous ces penseurs, c'est le sort. C'est le tirage au sort. Point final. Dès lors qu'on a l'élection, c'est de l'oligarchie, c'est de l'aristocratie. Donc c'est tout à fait étonnant, parce que vraiment il y a une grande continuité historique, il y a une grande unanimité sur cette question-là, et c'est assez étonnant, ça peut paraître assez étonnant, que finalement, quelques décennies plus tard, lorsque il existe un mouvement démocratique qui naît quand même essentiellement de l'avènement de la société industrielle, qui manifeste que, on va dire implicitement, le libéralisme, qui est pour moi au fondement de la séparation des pouvoirs, je vais y revenir, mais quand on voit que le libéralisme produit des effets, on va dire, dévastateurs dans la population par
un jeu où les plus forts économiquement peuvent exploiter les plus faibles. Là, on se dit qu'il faut trouver un moyen pour donner une voix aux plus faibles. Ce moyen, donc, ça va être l'élection, qui par ailleurs aussi est une forme de concession qui est faite par la classe industrielle et économique pour maintenir, on va dire, se maintenir en état, mais l'élection devient un label démocratique, alors que ça n'est pas du tout au départ. Mais de fait, aujourd'hui, on associe démocratie et élection. Alors, encore une fois, pour moi, peu importe de savoir, à la limite, si c'est ça la véritable démocratie. En tout cas, c'est comme ça que nos pays contemporains définissent la démocratie, sur la base de l'élection. Alors peut-être un mot sur la représentation, avant de passer à la séparation des pouvoirs. L'élection de représentants. Là aussi, c'est assez intéressant, parce que la représentation, au départ, c'est pareil, c'est pas quelque chose qui est lié à la démocratie. Et partout, on institue un gouvernement représentatif. Audrey qui a fait allusion, je crois, à Sieyès. Sieyès dit qu'on institue un gouvernement représentatif et certainement pas une démocratie. Et il dit la France ne saurait l'être. Elle ne saurait pas être une démocratie. Et les voies pour porter la démocratie, d'ailleurs, à la Révolution, ne sont pas si nombreuses. Quand on y réfléchit, quand on observe les discours, ce sont plutôt des voies assez marginales. On est tous pour la représentation, le gouvernement représentatif, comme le symbole du meilleur régime. Parce qu'on croit fondamentalement, principe de l'élection, qu'il faut que les meilleurs gouvernent. Et Condorcet disait qu'il avait été élu pour ses idées, pas pour celles des autres. Et en disant ça, il disait « Je ne veux pas de mandat impératif, je ne veux pas que les électeurs me donnent des instructions obligatoires que je devrais suivre. Parce que si j'ai été élu, c'est parce qu'on considère que j'ai de bonnes idées, voire des meilleures idées que les autres. Et donc, c'est ça ma légitimité pour gouverner. » Donc, vous voyez que là on est loin de cet imaginaire démocratique qui voudrait que le pouvoir, c'est bien une transmission populaire qui s'incarne dans la représentation. On peut dire qu'il y a quand même des graves pertes entre le peuple, l'élection et la représentation. À ceci, je vais juste ajouter une chose, c'est que c'est vrai que, en fait, l'élection, elle donne pouvoir à qui? Elle donne pouvoir au corps électoral. Et quand on regarde un pays, en fait, on peut faire une sorte de décrescendo. Un pays, c'est quoi? C'est une population. C'est d'ailleurs comme ça qu'on définit un État. C'est une population. Mais la population, c'est pas le peuple. Parce que dans la population, il y a tout le monde. On l'a dit, il y a les enfants, il y a les étrangers. Il y a les étrangers aussi dans la population. Parfois, ils sont assez nombreux. Il y a les détenus. Il y a les malades mentaux. C'est tout ça, une population. Mais déjà, le peuple, c'est déjà différent. Parce que le peuple, déjà, ce sont les nationaux. Donc déjà, on exclut les étrangers. Et c'est parmi eux qu'on va déterminer qui est dans le corps électoral. Donc on a une déperdition à chaque étape. Et le corps électoral, donc, ce sont les majeurs âgés de plus de 18 ans. Dans la plupart de nos pays, il y a 2 pays en Europe où c'est à partir de 16 ans, et quelques régions. Et puis, dans certains pays, c'est pas les détenus, ou c'est certains détenus seulement. Et puis, il y a aussi les pays qui ont tendance à beaucoup restreindre le droit de vote des malades mentaux, etc., etc. Donc, à la fin, on a quand même une déperdition qui peut être assez importante. Je pense que c'est toujours utile de rappeler ça, parce que la légitimité qui est fondée sur l'élection, elle s'appuie quand même sur une réalité qui n'est pas aussi fantastique que les mots paraissent le dire.
Hein. J'ai la légitimité populaire parce que j'ai été élu. Évidemment, je ne parle même pas des conditions, des modes de calcul de l'élection. Parce que alors là, on va encore perdre un nombre considérable de voix. Séparation des pouvoirs. Je vais essayer de ne pas parler trop longtemps. Pardon. Séparation des pouvoirs. Alors, Montesquieu, en fait, il n'a pas parlé de séparation des pouvoirs. On a théorisé ce truc-là après lui. Lui, il parle du fait que le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Et pour cela, il donne en modèle le système de balance des pouvoirs. Qu'on peut encore appeler, à certains égards, enfin, dont le modèle par excellence est le fameux gouvernement mixte. C'est-à-dire un modèle de gouvernement où principalement l'organe qui fait la loi, l'organe législatif, est divisé entre plusieurs organes qui se font contrepoids de telle sorte que l'un d'entre eux est par ailleurs l'organe du pouvoir exécutif. C'est ça au départ que prône Montesquieu. Il dit il faut qu'il y ait un système de balance où les intérêts vont être distincts, les intérêts de ces différents organes vont être distincts. Donc lui, ce qu'il décrit, c'est les intérêts de la monarchie à travers le roi, les intérêts du corps de la bourgeoisie à travers donc le corps qu'on va appeler celui du peuple, les commons, et puis les intérêts de la noblesse et du clergé à travers donc un troisième corps. Et donc comme aucune de ces classes entre guillemets n'a les mêmes intérêts et qu'on les oblige à concourir pour faire la loi, eh bien il va y avoir une sorte de modération presque mécanique, presque naturelle. Pourquoi ? Pour obtenir des lois modérées, pour obtenir que le législateur n'aille pas trop loin dans son action. Et ça, qu'est-ce que c'est ? C'est le libéralisme. C'est le libéralisme, ça n'est pas du tout de la démocratie. Les Américains, en 1786, lorsqu'ils élaborent la Constitution des États-Unis, ils pensent frein et contrepoids, gouvernement mixte, ils ne pensent absolument pas à démocratie. Alors, ils n'en veulent pas de la démocratie. Et ils se méfient énormément, et ils le disent, hein, il y a beaucoup de témoignages, enfin, d'écrits là-dessus. Le gouvernement populaire, il faut s'en méfier absolument. Donc le principe qu'on appelle aujourd'hui la séparation des pouvoirs, c'est en fait un principe libéral qu'a dû ensuite endosser le système démocratique. Parce que la réalité de notre histoire, c'est que le système démocratique a dû endosser tous les habits du libéralisme. Et le problème, c'est qu'à beaucoup d'égards, certains aujourd'hui analysent le libéralisme comme étant lui-même un frein à la démocratie. Il y en aura peut-être. Alors, merci. Une deuxième question, là, peut-être pour revenir sur la séparation des pouvoirs et sur le pouvoir judiciaire. Quel est l'intérêt que le pouvoir judiciaire soit un contre-pouvoir au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif, et pas seulement une autorité qui prendrait note de la législation et de son application sans les discuter? Dit autrement, le droit et les juristes doivent-ils être militants pour défendre la démocratie contre ses dérives? Doit-on avoir une démocratie militante protégée par les juges? Bon, je vais être rapide alors. Là encore, on a affaire au départ au libéralisme. Lorsqu'on rédige les premières constitutions, on le fait vraiment dans cette optique de limitation du pouvoir. On institue et on organise le pouvoir de telle sorte que celui-ci s'exercera de manière limitée. Comprenez quand même, pour l'essentiel, comprenez, il y a une sphère économique, libérale, le droit de propriété, en tête, évidemment. Lorsqu'on lit les premiers auteurs libéraux, hein, que ce soit Hume, que ce soit Locke, c'est vraiment le droit de propriété. Et lorsque on regarde la bataille des deux penseurs anglais
que sont Thomas Hobbes et John Locke, au moment où il y a les révolutions anglaises, c'est vraiment une lutte pour ou contre justement le pouvoir de la monarchie qui doit ou ne doit pas laisser, on va dire, leur liberté, et principalement la liberté économique, aux bourgeois. Et que lorsqu'on lit les premières déclarations anglaises des droits, 1628-1688, bien sûr on voit des choses comme nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement. Mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'on dit ça. Parce que quand on est arrêté et détenu arbitrairement, pendant ce temps-là, on ne peut plus s'occuper de ses affaires. Et donc, finalement, c'est une arme économique de faire ça pour le roi. Donc on dit, non, 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 ça c'est fini, on ne peut plus faire ça. C'est une limite qui est posée à la monarchie. Hobbes défend la monarchie, Locke, au contraire, défend le pouvoir des bourgeois à ce moment-là. Et tout ça donne naissance aux premiers écrits politiques d'importance que sont donc les déclarations anglaises des droits au XVIIe siècle. Et puis ensuite, on aura, on va dire, une forme d'assentiment populaire à cela un peu plus tard. Mais les premières constitutions, elles sont écrites dans cette optique-là. Et on croit, on pense à ce moment-là qu'on va réussir à organiser une sorte de mécanique. Justement, on va pouvoir organiser les pouvoirs de telle sorte qu'ils vont s'arrêter mécaniquement les uns les autres. Puis on s'aperçoit que ça ne marche pas, en fait. Que ça ne marche pas comme on aurait pu le croire. Et c'est là que va arriver le rôle du juge. Et que va naître la théorie de l'état de droit. Parce qu'on va dire, bah, en fait, la Constitution n'est pas performative par elle-même. C'est-à-dire, en elle-même, elle ne réussit pas à limiter le pouvoir. On le voit partout. Donc, on va faire en sorte qu'elle soit une véritable norme juridique, que les juges, dont le boulot est d'appliquer le droit, vont eux-mêmes pouvoir appliquer. En sachant que cette idée, elle émerge très tôt aux États-Unis. Très très tôt. Lorsqu'on regarde la fameuse décision du début du 19e siècle, la décision dite Marbury en 1803 versus Madison, on est vraiment exactement dans cette idée. Le juge Marshall, qui est le président de la Cour suprême à l'époque, il dit, et finalement, à quoi servirait la Constitution si on n'en faisait pas une norme suprême qui peut prévaloir sur toutes les autres normes? Si on ne fait pas ça, alors la Constitution ne sert à rien. Donc il a vraiment cette idée-là. Et cette idée va faire florès, et elle va justifier le pouvoir qui est donné aux juges, et elle va même aboutir à un modèle particulier en Europe, qui est la création d'un juge constitutionnel, qui est là exprès pour vérifier et pour s'assurer que la Constitution est bien respectée par les pouvoirs qui sont institués par elle. Alors ce modèle va se développer tout le long du XXe siècle, mais il va vraiment trouver une légitimité après la Seconde Guerre mondiale, où le constat est, eh bien, partout, nous avons eu des gouvernants qui, clairement, ont nié les droits des individus, ont outrepassé partout leur pouvoir. Donc on se dit, il faut un juge constitutionnel qui va permettre de limiter véritablement, par son contrôle, l'exercice du pouvoir politique. C'est la raison pour laquelle c'est très difficile de penser le pouvoir du juge constitutionnel au regard de la théorie de Montesquieu. Parce que lui, il avait prévu une constitution un peu machine. Il n'avait pas anticipé que ça marcherait peut-être pas, que les pouvoirs institués manqueraient de ce que j'appelle moi l'éthique de la fonction gouvernante, et ça pourrait même conduire à des désastres. Alors, ce n'est pas nouveau, hein, mais la Constitution en elle-même, la rédaction des constitutions n'a pas résolu ça. Donc, de ce point de vue, on a justifié le pouvoir des juges qui, donc, jusqu'à certaines limites, dans le texte que tu nous as fait passer, tu as parlé de la thèse de Dominique Rousseau sur la démocratie continue,
où ce qu'il avance, c'est que le pouvoir du juge constitutionnel peut, pour l'instant je reste en théorie, peut précisément être une manière pour le peuple de récupérer ses droits à travers lui. Parce que le juge doit dire « Ah, attendez, regardez, vous, pouvoir législatif, vous, pouvoir exécutif, en fait, ce que vous faites n'est pas conforme, vous contrariez ce qui a été inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme, et donc, vous allez être sanctionné pour ça, au sens, voilà, vos actes ne vont pas pouvoir entrer en vigueur, ou ils vont être abrogés, etc. » Donc en théorie, pour l'instant, on est là. Que rajouter? Historiquement, ce que tu décris est tout à fait exact. On peut rajouter peut-être un élément, qui est que la notion de démocratie militante, c'est une notion qui avait été théorisée début des années 40 par des juristes allemands, et quelques Autrichiens qui étaient en exil aux États-Unis, en particulier Karl Loewenstein, qui a théorisé cette notion de démocratie militante en disant, en gros, si Weimar a pu donner Hitler, c'est parce qu'il manquait à Weimar un juge pro-démocratie qui aurait pu interdire les partis antidémocratiques, comme l'était le parti nazi. Et c'est une théorie qui va beaucoup inspirer entre autres la RFA et l'Italie, juste après-guerre, qui vont être les premiers pays à mettre en place des tribunaux constitutionnels en Europe. Et c'est pas un hasard, hein, c'est des pays qui sortent du nazisme et du fascisme. Et donc dans les deux cas, il y a cette idée que le juge va être le protecteur de la démocratie, pas seulement de l'état de droit, pas seulement du libéralisme, mais de la démocratie. Ça va être vu à l'époque comme, ça va être perçu en tout cas comme allant au-delà du libéralisme. Historiquement, là aussi où tu as tout à fait, où je te suis complètement, c'est le fait de dire notre séparation des pouvoirs vient du libéralisme. Et là, voilà, c'est un fait, donc il y a aucun... Là où je me permets quand même d'ajouter quelque chose, c'est qu'il me semble qu'il y a quand même, au-delà du cas du libéralisme, quelque chose d'analogue qui se passe dans la tradition démocratique dès l'Antiquité. Je veux dire par là que typiquement, en particulier, la démocratie athénienne, je reprends toujours le cas de la démocratie athénienne, mais elle a duré 2 siècles, ça n'a pas du tout été un long fleuve tranquille, il y a eu entre autres des coups d'État oligarchiques à 2 reprises au 5e siècle. Et après ces coups d'État, qu'ont fait les démocrates athéniens, les partisans de la démocratie? Ils ont écrit une constitution, ils ont interdit dans la constitution de remettre en cause la démocratie, et ils ont mis en place un dispositif particulier pour changer les lois fondamentales de façon distincte des décisions législatives ordinaires. Ils ont distingué ce qu'ils appelaient les lois et les décrets. Entre autres, les lois, c'était les lois fondamentales, ce qu'aujourd'hui on appellerait les lois fondamentales, où il y avait tout un processus plus complexe pour changer ces lois fondamentales. Et puis au quotidien, on prenait des décrets à la majorité simple, et puis ça allait bien. Et justement, dans ces lois fondamentales, il y avait l'idée que ces lois fondamentales, ce n'était pas le libéralisme encore, hein, ça leur était vraiment inconnu, leur but c'était d'organiser et de défendre la démocratie. Donc ce que je veux dire par là, c'est que tu as raison de dire que notre tradition de séparation des pouvoirs en France et en Europe, elle vient du libéralisme. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus profond qui est, qui est lié à la fragilité intrinsèque de la démocratie et de ses institutions, dont des démocrates, y compris pré-libéraux, les Grecs, avaient eu quelque part de l'intuition. C'était pas du tout aussi développé qu'aujourd'hui, en particulier il n'y avait pas de juge professionnel. Donc ça ne posait pas la question de qui est le juge, voilà. Mais ce qui était intéressant dans leur aspect, c'était entre autres, et c'est aussi ce que évoque Dominique Rousseau, donc on pourra rediscuter plus longuement peut-être après, mais le fait que ce soit le citoyen qui puisse faire appel à la Constitution. Et pas simplement, comme c'était longtemps le cas en France, des élus qui font appel contre d'autres élus. Dominique Rousseau, je ne sais pas, c'est un professeur de droit aussi, hein, mais qui met beaucoup en avant l'innovation qu'a représentée, il y a une quinzaine d'années maintenant, la question prioritaire de constitutionnalité. Vous savez, qui permet à un citoyen justiciable de faire appel de la loi par laquelle il est poursuivi en justice au nom de la Constitution. On a eu un cas célèbre qui a fait un peu parler quand même, c'est le cas de Cédric Héroux qui a fait ça. Je ne sais pas si vous voyez qui est Cédric Héroux, c'est un militant d'aide aux migrants dans les Alpes-Maritimes, qui a été poursuivi pour aide au séjour irrégulier, et qui a fait appel, donc qui a été en procès, et qui a choisi de faire appel au Conseil constitutionnel, en disant en gros, cette loi elle est illégale, elle est anticonstitutionnelle. Et globalement, le Conseil constitutionnel lui a dit qu'il avait raison, et au nom d'un principe que du coup le Conseil constitutionnel a vaguement commencé à donner un peu de substance, comme ça,
qui est le principe de fraternité. Hein, de dire en fait, c'est pas la liberté, c'est pas l'égalité, mais il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la fraternité qui justifie. C'est bien sûr complètement embryonnaire et c'est tout à fait discutable, etc. Mais il me semble que là, il y a quand même. Enfin, Dominique Rousseau a raison de voir quelque chose d'intéressant dans le fait que cet outil, l'appel au juge ou l'appel à l'instance constitutionnelle ne soit plus le fait d'élites élues, comme c'était le cas depuis le début de la Ve République, où c'était d'abord le président et le Premier ministre, ensuite une partie de l'opposition qui pouvait porter appel au Conseil constitutionnel, et donc les citoyens là-dedans, ils n'étaient pas là. Hein. C'était pas une arme du peuple, on va dire. Le peuple est resté étranger à tout ça. Ce qui n'était pas le cas aux États-Unis, où avec le système, vous savez, de juge indirect, enfin bon, les citoyens peuvent arriver à la Cour suprême aux États-Unis. Alors qu'en France, jusqu'à récemment, ce n'était pas le cas. Donc peut-être y a-t-il là une piste, je ne dis pas que ça suffise ou que ça soit, et que ça absolve le Conseil constitutionnel, hein, c'est pas le problème, mais voilà, on sent bien que là, il y a peut-être un potentiel démocratique nouveau qui se fait jour. Après, quelles seraient les conditions pour qu'il devienne réalité, c'est un autre problème. Merci. Est-ce que, avant de continuer, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On les a achevés. C'est ça, on les assomme. Ouais, derrière. Non, bah, à la limite, il faut expliciter jusqu'à récemment, la dernière... La QPC, ça date de 2008. Donc, à partir de 2008, c'est une réforme Sarkozy. À partir de 2008, il y a une possibilité, mais alors très encadrée, parce qu'en fait, on peut faire la demande et le juge peut refuser la demande. Enfin bon, c'est très embryonnaire. Mais, faut dire, vous posez la question. Et qu'est-ce que ça impliquerait du coup? Alors, selon moi ou selon Dominique Rousseau? Ben, selon Dominique Rousseau, en gros, il faudrait faire sauter le filtre du juge, et il faudrait que n'importe quel citoyen puisse d'emblée attaquer n'importe quelle loi devant le Conseil constitutionnel. Est-ce que c'est un moyen efficace? Vous voyez, c'est une autre question après, hein, mais c'est un peu son idée, c'est de dire en fait, d'où le côté continu, c'est que n'importe qui, n'importe quand pourrait venir attaquer une loi entre deux élections, avec le problème que c'est au Conseil constitutionnel, ce qui pose tout un problème. Bon. Voilà. Il y a une question. Alors, moi je me pose la question par rapport au ministère de la Justice. Le fait qu'un ministère c'est donc sous le gouvernement, on parlait de séparation des pouvoirs. Et en fait, comme le ministère de la Justice a un grand pouvoir sur tout le domaine judiciaire, je me posais la question de comment est-ce que vous voyez la séparation des pouvoirs sur ce plan-là. Je ne vais pas donner ma propre opinion, je vais donner celle de Dominique Rousseau. Pour lui, il faut dissoudre le ministère de la Justice. Pardon ? Pour lui, il ne faut plus qu'il y ait le ministère de la Justice. Il faut que la justice devienne strictement indépendante. Voilà. C'est pas nécessairement mon opinion. C'est une réponse. Hein. Bah, on résout le problème. Après, le problème fondamental de la dite séparation des pouvoirs, entendu comme ça, c'est le pouvoir législatif. C'est-à-dire que qui détermine les conditions dans lesquelles les magistrats jugent, mais de la même façon, qui détermine aussi, on va dire, un certain nombre de fonctions exécutives. N'importe quelle agence ou autorité administrative indépendante est créée par la loi. C'est le pouvoir législatif. C'est la représentation nationale. Le juge, quel qu'il soit, toutes ses compétences, l'étendue de ses compétences, ses pouvoirs, ses non-pouvoirs, etc., tout ça est déterminé par la loi. C'est-à-dire, pratiquement tous les jours, il y a des lois qui sont adoptées, qui, on ne sait pas, mais qui, à la marge, modifient ici et là une compétence du juge. Transfert d'un juge à un autre, en permanence, en permanence. Donc, le juge est complètement dépendant, de toute façon, pour exercer ses pouvoirs, de la loi, pratiquement pas de la Constitution. Seule éventuellement son existence est garantie par la Constitution, mais juste son existence. C'est-à-dire pas les conditions dans lesquelles il travaille, pas même son travail. C'est-à-dire qui dit ce qu'il doit faire, c'est le législateur. Donc de toute façon, ministère de la Justice ou pas, le problème est là. Donc est-ce que, pour penser une alternative, c'est est-ce qu'on peut penser, on va dire, un pouvoir judiciaire qui s'auto-instituerait? Parce que ce serait la seule manière qu'il soit complètement indépendant, j'entends pas dépendant des
et velléité du pouvoir législatif. Donc ça, de toute façon, il faut bien comprendre ça. Parce qu'on ne peut pas poser le problème de l'indépendance des pouvoirs sans comprendre ça. C'est un incontournable. Non, moi je ne comprends pas ce que vous dites. Parce qu'il n'y aurait rien de pire qu'un système où c'est déjà un peu le cas dans l'exercice de leur... c'est comme un peu une caste, hein, les juges. Donc, mais par contre, c'est un métier, c'est-à-dire qu'ils connaissent la loi, ils connaissent les rites, ils connaissent tout ça. Mais je ne comprends pas votre système. Justement, la séparation des pouvoirs, c'est ça. Il y en a qui font la loi, et il y en a d'autres qui l'appliquent. Sinon, si on laisse le système judiciaire totalement autonome, vous voyez l'enfer, c'est une dystopie là. Vous voyez dans quel monde on tombe là. Après, il faut dire qu'en France, par rapport à ce débat-là, il n'y a pas une indépendance totale du système, comme ça a été rappelé, du système judiciaire, puisqu'il y a un ministère de la Justice, etc. Enfin, c'est un des sujets quand même de réflexion pour la séparation des pouvoirs. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est le système qui fait que aucun des trois pouvoirs, enfin du pouvoir, parce qu'il y en a un qui est une autorité, eh ben, n'est totalement autonome. Comme on dit, ils sont bornés par les autres. C'est ça qui fait l'état de droit. C'est ça le sujet. C'est un sujet enfin, démocratique, mais c'est surtout, alors c'est lié évidemment, mais c'est le sujet de l'état de droit. C'est ça qui fonde un état de droit. C'est qu'il n'y a pas un des pouvoirs qui peut complètement bloquer un autre. C'est-à-dire que dans l'absolu, même l'exécutif, on le voit, peut être remis en cause, etc. Enfin, voilà, il y a un jeu entre les trois. Et c'est ça qui garantit l'état de droit. Donc, si oui, alors juste je précise une chose, c'est que moi je n'ai rien dit, je n'ai rien proposé, rien absolument pas. Non, j'ai posé les termes du débat. J'ai dit voilà, en France, le juge, parce que à l'inverse, la compétence du législateur ne dépend pas du juge. Mais l'inverse, oui. C'est heureux. Ah, c'est heureux, ça dépend. Il y en a qui pensent que c'est pas heureux. Il y en a qui pensent que ça n'est pas heureux que le juge dépende autant de la volonté des majorités politiques successives. Mais cela dit, non mais je pose les choses, mais je ne dis rien, je pose les choses. Mais si, vous dites quelque chose là. Non, je dis voilà quels sont les termes du débat. Il y en a qui pensent que ça n'est pas heureux. C'est tout. Je ne dis pas que moi je le pense, je dis qu'il y en a qui pensent que ça n'est pas heureux. Alors vous pouvez ne pas être d'accord, je peux être d'accord ou ne pas être d'accord, mais il y en a qui parlent de ça. Il y en a qui disent que le pouvoir judiciaire devrait être beaucoup plus indépendant du pouvoir législatif. Non, mais c'est pas le même sujet. Si. Il m'a semblé. Être indépendant et être autonome, c'est pas la même chose. Ah oui. Alors, c'est pas la même chose. Ah, alors ça se discute. Bah oui. L'indépendance et l'autonomie sont des choses, en effet, non, mais c'est vrai, c'est ça qui se discutent. Après, je mets souvent en garde sur cette question du juge. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, en effet, le juge, il a été conçu pour appliquer le droit tel qu'il est fait par les autres pouvoirs. C'est la réalité, en ce sens qu'un juge d'un pays autoritaire reste un juge d'un pays autoritaire qui va appliquer un droit autoritaire. Un juge d'un pays libéral est un juge qui va appliquer un droit libéral. Donc le juge suit le mouvement, il n'a pas le choix, c'est sa vocation de juge. Là, on est entièrement d'accord, de toute façon. Mais c'est comme ça que c'est conçu. Mais certains voudraient que ce soit autrement. Mais n'empêche que c'est conçu comme ça. C'est vrai. À partir de là, je voudrais quand même signaler qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a, on va parler un peu de juste 2 minutes du gouvernement des juges. Le politique passe son temps, beaucoup de politiques, à expliquer que les juges en font trop. Ah, les juges. Il y a un fabuleux rapport du Sénat qui date du mois de mars 2022 sur cette question de la judiciarisation de la vie politique. C'est un rapport extraordinaire. Parce que son affiche, c'est de dire que le juge en fait trop. C'est ça. Et tout le long du rapport, alors ici 2-3 affaires, et en fait tout le long du rapport, il concède régulièrement, oui, en fait le juge, en réalité il n'est pas un véritable frein aux politiques. Pas du tout. Et c'est la réalité, il n'est pas un frein aux politiques. Est-ce qu'une seconde le juge a vraiment freiné, j'entends au sens de vraiment frein, toutes les mesures qui ont été adoptées
pendant la pandémie. Est-ce que le juge a arrêté toutes les mesures qui renforcent toutes les mesures de sécurité avec la loi sur le renseignement, avec la loi, etc. Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que les politiques publiques sont freinées par le juge? Alors absolument pas. Et de temps en temps, il y a une décision. C'est-à-dire qu'elle ne représente rien dans l'espace général du juge, voilà, dont on va beaucoup parler, et qui vont faire les choux gras du politique, qui disent « Ah, c'est horrible, le juge en fait beaucoup trop ». Mais le problème, c'est que maintenant, le juge, s'il applique le droit qui a été fait par le législateur, on lui reproche. C'est vraiment génial, quoi. C'est-à-dire que maintenant, le juge, il a peur de son ombre. Il a peur de son ombre. Et donc, effectivement, le juge est très politique parce qu'il doit mesurer toutes les décisions qu'il prend. Il doit dire, bon, alors de temps en temps, pour rendre une décision, il faut que tout le reste du temps, je n'apparaisse pas trop. Parce que c'est ça que fait le juge. C'est vraiment ça que fait le juge. La politique du self-restraint, elle marche à fond. C'est-à-dire, il s'auto-limite en permanence, pour ne pas avoir à appliquer strictement le droit. Là où, par ailleurs, ça ne dérange pas du tout de l'appliquer très strictement à plein d'autres catégories de personnes. Mais quand il s'agit du politique, oulala, attention, c'est terrain miné. Là, il y a peut-être un problème, quand même. Parce que de fait, il y a juste à regarder les 30 dernières années, les évolutions du droit, pour s'apercevoir que ni le juge constitutionnel, ni le juge administratif, et même pas vraiment le juge judiciaire, qui est bon, le seul à essayer de faire son travail véritablement, nous vraiment poser de véritables freins. Parce qu'aujourd'hui, le fait est que le droit n'est pratiquement plus un frein à l'action politique, parce que on crie tout le temps, on dit tout le temps, il y a les juges entre pouvoirs, le droit c'est un frein, les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, je m'en balance, c'est pas intéressant. Un sénateur m'a expliqué il y a 3 ans, je ne sais plus, mais bien sûr, il me dit, mais bien sûr que le droit ne peut pas être un frein. Je fais, voilà, ok, dans ces cas-là, excusez-moi, je m'en vais, hein. J'arrête de faire ce que je fais, parce qu'en fait, si le droit, et maintenant, vous savez, je vais m'arrêter, parce qu'en fait, quand je fais lancer, c'était mais j'ai tendance à ne plus répondre à la question de que va dire le juge, ou est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'on peut pas faire ça. En fait, je ne sais pas. Moi, je peux vous dire, théoriquement, dans une sorte de système idéal, auquel j'ai peut-être pu croire naïvement à un moment donné, je pourrais vous dire, non, normalement, on ne peut pas faire ça. Mais je n'ai aucune certitude que le juge ne dira pas oui, parce qu'en fait, ou que le législateur ne va pas revenir sur ce qu'il a déjà fait, etc., en permanence. Le droit est fait et défait en permanence. Et donc, il n'est plus une mesure. Le droit est de moins en moins une mesure. C'est juste une chose qu'on fait et qu'on défait en permanence. C'est-à-dire qu'il n'est plus un système de référence, de moins en moins. Et le juge, dans tout ça, il essaye de faire quelque chose, plus ou moins, quand il en a les moyens et quand il en a la volonté, et sans doute on va y venir. Alors, là, peut-être pour continuer sur le Conseil constitutionnel en France. Alors, en France, on le présente souvent comme pouvant jouer un rôle de contre-pouvoir. Lui-même se présente comme un contre-pouvoir, parce qu'il peut censurer des lois présentées par le gouvernement et ou votées par le Parlement si elles sont contraires à la Constitution. Mais est-ce que à l'origine, il a été créé pour jouer ce rôle de contre-pouvoir en France? Est-ce que historiquement, c'était ça le but qui lui a été donné déjà? Ça, je pense même moi, je dois pouvoir répondre. En tant que non-juriste, la réponse est clairement non. Au départ, dans la Ve République, le Conseil constitutionnel, c'est un instrument de ce que les gaullistes appellent le parlementarisme rationalisé. Donc en fait, le but, c'est de contraindre le Parlement. Et d'ailleurs, à l'origine, il n'y a que le président, le Premier ministre, et il me semble le président de l'Assemblée du Sénat, mais je ne suis même pas sûr. C'est loin mon droit constitue, désolé. Qui peuvent le saisir. C'est ce que Juppé avait dit aussi. Dans l'idée, en fait, mais c'est l'idée gaulienne, hein, que le président, enfin tout ça sera de la même couleur politique de toute façon. Donc des fois que les députés fassent n'importe quoi, le Conseil constitue sera là pour les remettre au pas, quoi, quelque part. Donc à la base, non, c'est clairement pas conçu en France comme un contre-pouvoir. Ça a pris un peu les apparences alors du coup d'un contre-pouvoir avec la fameuse décision de 71 où les juges ont annulé une décision administrative, gouvernementale, c'était une loi. C'est une loi. C'est une loi, bon.
ont annulé une décision de dissolution. C'est la dissolution de la cause du peuple, non? Ça, c'est avant 71. C'était l'affaire de la cause du peuple, mais c'était une loi qui avait pour objet de... Une loi qui avait pour objet... tout le monde entende. Une loi qui avait pour objet, qui avait été faite, préparée par le ministre de l'Intérieur de l'époque, et qui était en fait, effectivement directement adressée à la question, à l'association qui avait été créée par Simone de Beauvoir et d'autres surtout, donc la Société des Amis de la Cause du Peuple. Et l'idée, c'était de pouvoir limiter la constitution des associations, qui à ce moment-là, et toujours aujourd'hui justement, se faisait par simple déclaration. Il suffit qu'on déclare qu'on est une association, dès lors qu'on déclare en remplissant mon formulaire, c'est bon, on est une association reconnue. Si on a un objet, ça veut dire par exemple que pour défendre cet objet, on pourra éventuellement agir en justice, des choses comme ça. Et cette loi, elle visait à, en fait, à ce qu'il y ait un pré-contrôle sur la constitution de l'association, alors qu'avant, le contrôle, il était a posteriori, c'est-à-dire qu'on déclarait, et ensuite le procureur de la République pouvait regarder si ça allait, si ça allait pas, et si ça allait pas, il pouvait dire non, c'est contraire à l'ordre public, etc., dissolution. Là, on lui donnait ce pouvoir de contrôle avant que l'association soit constituée. Et donc ça remettait en cause ce qu'on appelait classiquement la liberté d'association. Hein, le fait de pouvoir librement se constituer en association. Et donc, voilà. Et donc, en fait, on va faire ça en dur. Le Conseil constitutionnel a censuré en élargissant son texte de référence, en incluant le préambule de la Constitution. Donc tout ce qui touche à la Déclaration des droits de 89, Déclaration de 1789, pardon, Déclaration des droits de 1946, et en gros en disant le droit d'association est constitutionnel, donc la loi saute. Et c'est à partir de là qu'il a eu un peu cette nouvelle figure, on va dire, qui a été entretenue derrière par les hommes politiques, parce que derrière Giscard a élargi la saisine, donc le président Giscard d'Estaing dans les années 70, à l'opposition, aux minorités, 60 sénateurs, 60 députés, donc potentiellement un groupe d'opposition. Donc ça a été vu comme un moyen pour l'opposition de bloquer la majorité. Et puis derrière, donc, jusqu'à la QPC, dont on a parlé en 2008, où n'importe quel citoyen peut essayer d'aller au Conseil constitutionnel. Donc quelque part, ça a été une évolution très lente, et puis très inachevée, mais ça, on parlera beaucoup mieux que moi de toutes les limites du Conseil constitutionnel. Oui, parce que bon, on a dit beaucoup de choses sur cette justice constitutionnelle et sur, donc à partir de la thèse de Rousseau. Bon, je précise, je vais dire des choses. Bon, moi je connais très bien Dominique. On vient de co-signer une tribune il y a 3 jours là, dans le Monde sur le Conseil constitutionnel. Néanmoins, il y a quelque chose sur cette thèse et sur la manière dont elle a été présentée dans l'espace public par Dominique Rousseau qui me gêne un peu. Parce que cette fameuse QPC, donc, qui a commencé à fonctionner à partir de 2010, en fait, c'est une bonne réforme en théorie, mais qui a un problème fondamental. C'est qu'on a donné des nouveaux pouvoirs au Conseil constitutionnel. Pour l'instant, je ne parle pas du pouvoir du citoyen, parce que déjà, ce n'est pas le citoyen, c'est le justiciable. Déjà, ce n'est pas la même chose. À l'occasion d'un procès, exclusivement. Et puis, je peux juste découvrir une chose très simple, c'est que la moitié des justiciables qui font une QPC, avec un très fort taux de réussite, supérieur aux justiciables moyens, ce sont les entreprises. Je veux bien qu'on parle d'entreprises citoyennes, il n'y a aucun problème. Mais il faut quand même dire que les bénéficiaires les plus importants de la QPC, ce sont les entreprises. Je ne compte pas, et les hommes politiques d'ailleurs, aussi. Parce qu'eux, ils adorent la QPC. Pour le coup, c'est vraiment quelque chose qu'ils maîtrisent très bien aussi. Bon, mais on a fait ça sans changer le Conseil constitutionnel. Alors ça, c'est un énorme problème. Parce que précisément,
Je reviens à la discussion de tout à l'heure sur le juge et sur sa légitimité. Parce que c'est vrai, il y a juste une chose qu'on n'a pas dite, et qu'on voit souvent dans l'espace public. Mais comment le juge peut-il contrôler l'expression de la volonté démocratique, qui est la loi? Vieux débat. Alors on a expliqué pourquoi, parce que cette dite volonté démocratique, elle a tendance parfois à outrepasser les cadres qui lui ont été fixés. Mais quand même, on comprend bien que il faut que, pour que le juge intervienne de manière légitime, il faut quand même qu'il remplisse un certain nombre de conditions. Ça ne peut pas être n'importe qui, n'importe quand. Et c'est le problème du Conseil constitutionnel français. Parce que les conditions pour être, entre guillemets, un bon juge dans un état de droit démocratique, elles ont été fixées historiquement donc par le fait que, voilà, il y a eu des expériences de justice, la doctrine a réfléchi, les institutions internationales se sont penchées là-dessus, et au bout d'un moment, on a une sorte de corpus qui est celui de la légitimité du juge. Alors ce corpus, il est simple, il faut qu'il soit indépendant de n'importe quel type de pouvoir, que ce soit les pouvoirs constitutionnels ou les pouvoirs privés, hein, c'est la même chose, il doit être aussi à l'abri de toute forme de pression. Il faut qu'il soit impartial, c'est-à-dire qu'il n'ait jamais de lien ni avec les parties à une affaire, ni avec la cause de l'affaire. Il faut qu'il rende la justice dans les conditions du procès équitable, c'est-à-dire que toutes les parties ont eu une possibilité égale de faire valoir leurs arguments devant le juge, qui va les écouter aussi dans les conditions de l'équitabilité, si on peut dire ce mot-là. Il faut que sa décision prenne les allures d'une décision démocratique, c'est-à-dire que la décision doit être motivée, argumentée, claire pour les justiciables. Ce sont des conditions minimum. Alors, bon, je ne parle pas de la déontologie personnelle des juges, de la transparence, etc. Le bilan est, le Conseil constitutionnel ne remplit aucun de ces critères. Voilà, aucun. Et qu'on soit clair, ma critique du Conseil constitutionnel est aux antipodes de la critique adressée aujourd'hui au Conseil constitutionnel par des gens comme Éric Zemmour. Aux antipodes. Parce que lui, justement, ce qu'il attaque, c'est le juge même, la possibilité même pour le juge d'intervenir. Et de dire que la loi voulue par le peuple, n'est-ce pas, en fait par la représentation nationale mal élue, en général, ne puisse pas être ou abrogée ou justement censurée pour qu'elle n'entre pas en vigueur. Il a exactement les mêmes critiques à l'égard du juge européen. Moi, c'est pas du tout mon terrain de critique. Mon terrain de critique, c'est que si on lui donne ses pouvoirs, il faut qu'il remplisse des conditions. Et ces conditions, il ne les remplit pas. Et le problème, c'est que, justement, il se présente aujourd'hui, effectivement, comme un contre-pouvoir. Il a voulu faire comme d'autres juges en Europe, parce que 71, c'est motivé par ça aussi. Hein, c'est motivé par le fait qu'ailleurs, il y a des juges qui commencent à être les gardiens des droits et libertés, alors il faut que le Conseil prenne le train. Alors, il ne le prendra jamais véritablement, mais il se montre tel. Laurent Fabius dit, c'est explicite, hein, il y a plein... regardez le site internet du Conseil constitutionnel, vous saurez ce que ça veut dire la propagande. Vraiment, c'est-à-dire que il dit le Conseil, par exemple pendant la pandémie, a su être une balise dans cette société anxiogène. Il dit en permanence qu'il garantit les droits et libertés de chacun. Je cherche encore souvent dans un certain nombre de décisions. Alors, je ne vais peut-être pas développer maintenant, mais donc, pas indépendant, ni des pouvoirs constitutionnels, ni, à certains égards, des lobbies privés des affaires. C'est un peu hallucinant quand on s'aperçoit que pour faire son travail, mais parce que les conditions le permettent, on en parlait tout à l'heure, à la cour allemande, il y a 16 juges qui ont chacun 5 assistants.
qu'on appelle des référendaires. Donc vous comptez, vous avez en fait 16 multiplié par 6 juristes, parce qu'ils sont tous magistrats, professeurs de droit, et tous les référendaires sont eux-mêmes magistrats ou professeurs de droit. Donc vous avez, en gros, vous avez 16 fois 6 qui travaillent en permanence au contrôle de constitutionnalité. Et puis vous avez derrière toute une équipe de personnes, des documentaristes, documentalistes, etc., qui fait à peu près un staff de 1500 personnes. Okay. En France, vous avez moins de 100 personnes. Vous avez 9 juges et pas 16 qui n'ont aucun assistant personnel juriste. Et eux-mêmes ne sont pas juristes. C'est-à-dire que, bon, certains ont une licence de droit, une ancienne maîtrise de droit, certains ont été avocats, mais en fait leur expérience comme juriste est quasi ridicule. C'est-à-dire que les avocats en question, par exemple, ce sont des gens qui ont très tôt eu un mandat national électif national, et qui en fait n'ont plus du tout exercé. Et en général, comme on nomme des personnalités qui ont plus de 60 ans, donc leur expérience dans le droit est très ancienne. Donc actuellement, juste pour vous dire, au Conseil, il y a 2 anciens premiers ministres, 2 anciens ministres, 2 anciens parlementaires, l'ancienne directrice du cabinet du président du Sénat, l'ancien directeur du cabinet du président du Sénat, l'ancienne directrice du cabinet du ministre de la Justice, en exercice d'ailleurs, qui est allée... D'ailleurs, 7 membres du Conseil constitutionnel est allé témoigner devant la Cour de justice de la République. C'est hallucinant, quoi. Et l'ancienne secrétaire générale de l'Assemblée nationale. Donc vous avez 9 personnes qui sont toutes liées à l'exercice du pouvoir politique. Toutes. Soit parce qu'elles ont été elles-mêmes des personnalités politiques en long cours, conduisant donc Alain Juppé lors de son audition pour devenir juge constitutionnel à dire « Oh, excusez-moi, mais mes cours de droit constitue remontent à tellement loin, je vous demande un droit à l'oubli. » En fait, la généalogie, c'est qu'il avait demandé son droit à l'oubli pour sa condamnation en justice, mais que juste après, on lui pose la question du droit constitue et il dit « Oui, là aussi, je me permets d'invoquer mon droit à l'oubli. » Ça nous fait rire, mais en fait, c'est triste à pleurer. Parce qu'il s'apprête à devenir un juge constitutionnel. Hein? Et avec quelle légèreté il traite la question constitutionnelle. C'est parce qu'en réalité, on rigole, mais il y a un cynisme et une arrogance qui est tout à fait incroyable. Bon, je vais passer tous les entretiens privés là-dessus, mais voilà, ils ne sont pas indépendants, ils ne sont pas impartiaux, il n'y a pas un procès équitable, ils ne motivent pas leur décision de justice, enfin bref, c'est la cata, au sens où ce Conseil constitutionnel, là, en fait, on en voit les effets aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement qu'il ne fait pas son boulot dans de bonnes conditions, c'est, pour le coup, il rend aussi très souvent des mauvaises décisions. Une seconde sur la décision sur la fraternité. C'est vrai, mais justement, ça fait partie, vous savez, ça fait partie de la vitrine. C'est-à-dire que le contentieux de ce qu'on appelait à l'époque le délit de solidarité, en fait, il était très faible. C'est un contentieux extrêmement faible. Et j'allais dire, le Conseil s'en tire à bon compte, c'est-à-dire qu'il a une décision magnifique, vitrine, mais qui ne représente rien dans l'espace public, quasiment rien. Et le problème, c'est qu'à côté de ça, il rend plein d'autres décisions dont on ne parle pas, mais qui représentent beaucoup de choses dans l'espace public et qui, là, vraiment font notre quotidien. Et là, ce sont des décisions qui sont beaucoup moins glorieuses. Mais bon, voilà. Ça, c'est de la com. Juste une petite question. Ce que vous êtes en train de dire là, c'est spécifique au contexte actuel, parce que ça a toujours été... Contexte français. Non, là, on parle du Conseil français. Oui, non, mais est-ce que ça a toujours été le cas de juges pas impartiaux C'est facile. Comment? Non, c'était pas pire avant. Quand c'était frais. Non, c'est... parce que... ça n'avait pas la même prétention. Ça n'avait pas la même prétention, exactement. C'était à peu près la même chose. Disons que, voilà, il n'y avait pas... on savait qu'on était là pour faire plaisir au président, que voilà, on faisait son petit job comme ça, on découvrait l'affaire le jour où on arrivait pour délibérer. Bon, c'était bon enfant, hein, voilà.
Le problème, c'est qu'à partir de 71, l'enjeu a été un petit peu différent. Et à partir de 71, ça c'est très intéressant à étudier le discours des présidents successifs du Conseil constitutionnel. Toujours des amis d'un président. Toujours. Hein, il n'y a aucune exception. Mais tous les présidents successifs ont porté le discours de la protection des droits, de la garantie des droits. C'est très intéressant à noter ça. Donc les enjeux ont commencé à être différents. Le problème, c'est que certains ont commencé à s'apercevoir qu'il y avait quand même... Badinter, bien sûr, voyait qu'il y avait un petit problème dans le fonctionnement du Conseil, etc. Mais je dirais que la problématique de Robert Badinter, c'est qu'il a un peu essayé de combler des petits défauts, mais il n'a jamais véritablement œuvré pour que ça se passe autrement, et il a maintenu le système, hélas, il a maintenu le système. Et après, en effet, on va dire, on est rentré dans une sorte de logique. Ce que dit Jean-Louis Debré, qui a été donc président du Conseil constitutionnel, est tout à fait intéressant. Alors lui, il se méfie des juristes. Alors, il n'est pas le seul, hein, moi c'est pareil. Donc, je me méfie aussi des juristes, disons que je les connais trop bien pour me dire qu'on aurait une super justice constitutionnelle si on leur confiait à eux seulement. C'est la réalité. Moi, je ne veux pas une cour que de juristes. Parce que pour moi, ce n'est pas le nœud du problème. Mais disons que voilà, c'est effectivement, on constate par exemple une augmentation des nominations de personnalités politiques fortes. Aujourd'hui, on a 2 anciens premiers ministres. Il y a 30 ans, on n'avait pas d'anciens premiers ministres au Conseil constitutionnel. Il y a une augmentation de la nomination des personnalités très politiques. Et là, depuis quelque temps, ils sont un peu retranchés dans leur tour d'ivoire. Quand on demande à François Pinault ce qu'il faudrait changer au Conseil constitutionnel, alors que, objectivement, rien ne va, il dit pratiquement rien. Pratiquement rien. C'est-à-dire qu'ils n'ont vraiment pas du tout de conscience de ce qui se passe, et comme ils sont tous politiques, ils sont persuadés que c'est très bien qu'il y ait des politiques au Conseil constitutionnel. Là où, justement, le contrôle de constitutionnalité de la loi, ça n'est pas faire de la politique, c'est dire ce que le politique peut faire et ne pas faire en vertu de la Constitution. Et donc, ça n'est pas la même chose. Ça n'est pas du tout. Et quand on aura bien compris ça, je pense qu'on arrêtera de nommer des politiques au Conseil constitutionnel. Lorsque Hollande est élu en 2012, ça fait 10 ans que le Sénat, l'Assemblée et la présidence de la République sont à la droite, donc à l'UMP. Donc les 9 membres du Conseil sont chez l'UMP au moment où tout le monde est élu. Est-ce que ça a pu l'empêcher de faire cette réforme, cette loi, en se disant que le Conseil est censuré, parce que justement le Conseil est nommé par l'UMP à la base? En fait, je ne comprends pas trop votre question. En plus, là, on est dans une situation particulière aujourd'hui. Est-ce que l'invocation du Conseil ou de la constitutionnalité de la loi, c'est un argument qui existe dans le débat public? Pour autant, il faut se méfier de ce que ça recouvre. Ça n'est pas parce qu'on recourt à cet argument qu'on le prend véritablement au sérieux. Ça, c'est la première chose. Et pour le coup, vous me citez Hollande, qui a une affaire intéressante vis-à-vis de ça, puisque c'est la question de la taxation à 75%. En fait, la réalité, c'est que c'est dans son programme, il y va, mais jusqu'au dernier moment, il prend attache auprès du Conseil pour s'assurer que la loi sera bien censurée. C'est-à-dire que là, il y a un usage qui est assez particulier, déjà, qui n'est pas public, vraiment, on ne sait pas encore tout à fait. Ça va l'être bientôt dans un documentaire, parce que y a des témoins de ça, des témoins de cette adresse, de cette attache. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez censurer? Si oui, alors oui, je vais jusqu'au bout, je fais voter. Mais, si vous voulez, au Parlement, moi je trouve ça extrêmement étonnant, au Parlement il n'y a pas de service qui soit spécialisé
dans cette question de la constitutionnalité de la loi. C'est étonnant en fait. Et d'ailleurs, ça se voit parce que les saisines du Conseil constitutionnel sont souvent extrêmement mal rédigées. C'est extrêmement mauvais souvent. C'est pas les bons arguments, c'est mal dit, c'est mal présenté. C'est vraiment... Quel dommage pour nous! Quel dommage pour nous! Donc pour l'instant, je dirais que... Peut-être finir par une chose, c'est que quand je m'adresse aux politiques sur cette question de la réforme du Conseil constitutionnel, je vois bien que c'est difficile. Parce que on est dans l'opposition, on critique la majorité, on dit éventuellement mais le Conseil constitutionnel ne fait pas son travail. Mais en fait, on sait très bien que si nous, on devient, je dis nous, peu importe, hein, c'est fictif, hein, c'est à droite et à gauche, peu importe, qui est dans l'opposition à quel moment, on dit que si on arrive dans la majorité, ben nous aussi, on va en bénéficier du Conseil constitutionnel qui ne met pas beaucoup de freins aux réformes que l'on veut faire. Donc chaque fois qu'il faut rentrer, moi je vois parce que ce livre, tout le monde dit « Ah mais c'est incroyable, en fait c'est un constat accablant, et puis comme c'est très factuel, c'est extrêmement convaincant. » Ils sont tous OK. Et il y a beaucoup de politiques qui sont venus vers moi à la suite. Mais s'il faut réformer, oula, attention, oula, comme vous y allez. Non, c'est pas si évident. Moi je pense que ça viendra ou d'une forme de pression sociale et médiatique, faisant qu'à un moment donné, ça n'apparaîtra plus possible de soutenir ce système-là. Et donc le politique sera obligé de réformer. Donc on contribue, on essaye, moi-même j'essaye de contribuer tous les jours à cela. Il y a un colloque là, le 21 mars à la Maison du Barreau de Paris sur le Conseil constitutionnel et il y a quelques politiques qui vont intervenir à la fin sur quelle piste pour... J'ai hâte de savoir ce qu'ils vont nous dire. Ou par le haut. C'est-à-dire que ben, la tribune qu'on a co-signée avec Dominique Rousseau et Thomas Bayrou là, lundi dans Le Monde, c'est pour souligner qu'il y a une affaire en cours devant les Nations Unies qui concerne le Conseil constitutionnel et la question de sa partialité structurelle. C'est la première fois. C'est la première fois que ça arrive. Et il y aura sans doute aussi d'autres choses peut-être à venir devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et nous, on a fait des observations devant le Comité des Nations Unies, Dominique Rousseau, Thomas Bayrou et moi-même, sur cette question-là. Donc peut-être que ça viendra aussi du haut, entre guillemets. Et j'arrête pas. Alors peut-être pour poursuivre, donc, on a compris que l'un des problèmes du Conseil constitutionnel, c'est que les conseillers ne sont pas des connaisseurs du droit, mais vous avez dit vous-même, vous vous méfiez parfois des juristes. Est-ce que des juges qui seraient des magistrats, est-ce qu'ils prendraient forcément de meilleures décisions? Est-ce qu'ils défendraient la démocratie de meilleure manière? On peut par exemple penser à la Cour suprême américaine, qui possède comme membres des magistrats qui connaissent le droit, mais qui supprime le droit à l'avortement, qui limite la discrimination positive, qui permettent aux entreprises de financer des partis politiques lors des élections. Donc au final, est-ce que ça serait une bonne solution d'avoir des juristes pour surveiller les lois? Je l'ai dit, on va dire que ma sensibilité penche en faveur d'une composition mixte, mais véritablement mixte. Donc il faudrait déjà plus de juges, 9 c'est pas suffisant pour un pays comme le nôtre et pour le contentieux qui existe. Ensuite il faudrait sans doute des juristes, mais pas que. Et il faudrait faire en sorte que ceux qui ne sont pas juristes ne soient pas absorbés par tout entier par la philosophie des juristes. Parce que moi j'ai cette expérience-là quand je suis universitaire et quand on est dans des universités pluridisciplinaires et qu'on fait partie de conseils, de commissions, il y a un effet qui est assez intéressant, hein, c'est que dès qu'on est juriste, c'est à nous de dire, le droit. Et non, c'est-à-dire que moi je peux donner des détails techniques, ok,
mais le droit, c'est une chose sociale. C'est pas la chose des juristes, c'est une chose sociale. Et le problème, c'est qu'il y a une forme de privatisation du droit par les experts juristes, et les autres, tous les autres, eux-mêmes s'excluent eux-mêmes de ce champ-là. Je trouve ça extrêmement dommage. Je pense que le droit, on devrait tous se réapproprier le droit, en faire un sujet de discussion publique, un sujet de débat public. Donc, en effet, il y a beaucoup d'études américaines sur cette question où les juristes sont tous formés un peu de la même manière, il y a une sorte de philosophie un peu identique, et que donc ils ne représentent pas finalement assez bien le corps social. Je trouve que c'est assez intéressant. Donc moi je pense qu'il faudrait vraiment beaucoup de mixité. Il faudrait la penser tous ensemble, cette mixité. Mais c'est pour ça que je crois qu'il faudrait simplement qu'il y ait des manifestations de ce que il y a une réflexion, par exemple s'agissant du contrôle de constitutionnalité, qu'il y ait une réflexion collective sur la chose constitutionnelle, sur l'objet constitutionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on pense ensemble la liberté qui est un principe constitutionnel? Comment est-ce qu'on pense ensemble le pluralisme qui est, etc. etc. Parce que ça, à proprement parler, c'est pas une réflexion juridique. C'est-à-dire que le droit des experts, effectivement, c'est le droit, c'est un peu de la technique, même si les enjeux sont sociaux. Mais il faut qu'on s'empare de ça. Derrière la technique, il y a des enjeux sociaux. Et alors, donc, pour revenir sur la question de la Cour suprême, il y a aussi une ambiguïté. C'est que moi, je ne considère pas qu'il y a de bonnes et de mauvaises décisions en soi. Quand je dis en soi, par rapport à ce qui est décidé. Bon, objectivement, la décision sur l'IVG de la Cour suprême n'a pas l'assentiment de la majorité des Américains. Donc potentiellement, c'est une mauvaise décision, en ce sens-là. La Cour suprême, il y a des sondages qui sont faits à propos de la Cour suprême de manière périodique. Et effectivement, la Cour suprême est au plus bas d'opinion positive. Alors, qu'est-ce que ça va impliquer? Je ne sais pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas maître non plus de ce qui se passe à un moment donné et des envies du corps social. On n'est pas maître de ça. C'est-à-dire que je peux considérer que telle ou telle décision est mauvaise, mais la très grande majorité de la population considérait qu'elle est bonne. Et j'ai une petite anecdote à ce sujet. J'étais au tribunal d'Ajaccio. J'étais invitée à faire une conférence. Et le président du tribunal, à un moment donné, me dit, mais... Parce que je parlais, par exemple, du principe de la liberté d'entreprendre et des principes de 46, les principes des droits sociaux. Et il me dit, mais la France, ça n'est pas les droits sociaux de 46, c'est la liberté d'entreprendre. Ça a toujours été ça. Nous sommes un pays profondément libéral en ce sens. Alors, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort? Je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui peut s'entendre. C'est-à-dire que moi, je peux peut-être trouver que c'est trop, qu'on protège trop la liberté d'entreprendre au détriment des droits sociaux, mais beaucoup pensent que, en fait, c'est très représentatif de nos valeurs françaises, par exemple. Donc, le juge, qu'est-ce qu'il doit prendre comme bonne décision? Est-ce qu'il doit être représentatif des valeurs françaises? Ou est-ce qu'il doit dire non, non, moi je vais défendre absolument les droits sociaux contre vents et marées? C'est quand même pas une question simple, ça. Donc, du coup, pour en revenir à juriste, pas juriste, moi je crois que peut-être quand même, dans l'idéal, le bon juge, c'est celui qui sait déceler ce qui est au fondement de notre droit. Et on peut, par exemple, je parle du principe de solidarité. Le principe de solidarité, il n'est pas exprimé tel que, mais il a été au fondement de beaucoup de dispositifs adoptés après-guerre, qui ont perduré jusque dans les années 80-90. Le juge constitutionnel français a été
d'une indigence et d'une couardise à ce sujet, parce qu'il aurait très bien pu dire, regardez, ce qui fonde la plupart de nos dispositifs de droit depuis l'après-guerre, c'est le principe de solidarité. Donc, je vais défendre ce principe. Il ne l'a pas fait. Il a préféré faire autre chose. Voilà. Ça, tout ça, ce sont des choses qui peuvent se discuter. Alors, vous avez dit que la Cour suprême actuellement est très bas dans les sondages d'opinion aux États-Unis. Peut-être pour revenir sur le cas français, est-ce que les citoyens ont-ils confiance dans leurs institutions? Autrement dit, est-ce que ont-elles le sentiment d'être bien représentés, que la démocratie et son organisation fonctionnent? Ont-ils confiance dans le gouvernement, les représentants du pouvoir exécutif? Ont-ils confiance dans le Parlement, les représentants du pouvoir législatif? Et enfin, ont-ils confiance dans les juges, les représentants du pouvoir judiciaire? Alors, non, cette fois-ci c'est moi, mais pour le coup la réponse est simple, c'est non. Non à tous. Le seul oui qu'il pourrait y avoir, c'est que les Français trouvent encore très majoritairement, 80-90% selon les études, que la démocratie c'est bien. Par contre, quand on leur demande est-ce que la démocratie fonctionne bien, c'est une majorité qui dit non. Est-ce que les hommes politiques sont honnêtes, c'est une majorité qui dit non. Est-ce que les hommes politiques se préoccupent de nous, c'est une majorité qui dit non. Les taux de confiance des institutions, je dis ça de mémoire, hein, tous les ans il y a un baromètre qui est fait par le CEVIPOF qui s'appelle le baromètre de la confiance politique. Il y a une vague qui va sortir là dans pas longtemps, mais donc c'est les chiffres de l'an dernier, donc je peux un peu me tromper, mais en gros, toutes les institutions sont entre 10 et 30% de confiance. C'est ridicule en fait, à l'échelle nationale. L'échelle locale s'en sort un peu mieux, les maires, les conseillers départementaux, tout ça, c'est un peu plus de confiance, surtout les maires, parce que bon, l'instance de proximité, on le connaît, il est à portée de baffe, comme on dit, donc on peut s'arranger directement. Mais dès que ça s'éloigne, les Français, non, ils n'aiment pas du tout. Enfin, pas nécessairement de moins en moins. Alors ça, c'est peut-être quelque chose qu'à noter, c'est que c'est assez constant depuis ce baromètre que fait c'est un labo du CNRS, hein, le CEVIPOF. On le fait depuis 2008-2009 et les chiffres sont à peu près identiques en fait depuis 15 ans. Il n'y a pas de gros creux, il y a des petites variations évidemment d'une année sur l'autre, mais par exemple sur l'idée que les hommes politiques ne se préoccupent pas des citoyens, ça fait 15 ans qu'on est à 80%. Qui disent que les hommes politiques se foutent des citoyens, ils font ce qu'ils veulent. Ça n'évolue pas, et c'est intéressant parce que c'est du coup quelle que soit la majorité. Hein. C'est-à-dire, si on reprend l'ordre, Sarkozy, Hollande, Macron 1, Macron 2, c'est pareil pour les Français. Donc là, il y a quelque chose d'extrêmement profond dans notre société. C'est pas propre à notre société, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Hein. Cet écart entre l'appréciation du principe démocratique et la satisfaction vis-à-vis des institutions qu'on a effectivement en face de nous. Et une chercheuse américaine qui s'appelle Pippa Norris qui a théorisé ça sous le terme de déficit démocratique. Le terme vient de là au départ. C'est l'écart entre l'attente de démocratie et la satisfaction de la démocratie, entre guillemets, réelle dans laquelle on vit. Et en fait, tous les pays occidentaux, et même extra-occidentaux, tous les pays ont un écart quasiment comparable entre la demande de démocratie et leur satisfaction. De ce point de vue-là, la France n'est pas plus en crise que plein d'autres pays. Hein. On a toujours tendance en France à croire qu'on est les premiers en tout, y compris dans le mauvais. Nos institutions ne sont pas plus en crise que les institutions américaines. Par exemple, moi je serais beaucoup plus inquiet en vivant aux États-Unis actuellement de l'état des institutions et de leur avenir potentiel ou pas qu'en France, par exemple. Donc, je ne sais pas si ça répond complètement à la question. Donc non, il n'y a pas de confiance. Et alors, peut-être sur les perspectives de renouvellement, je ne sais pas si j'enchaîne là-dessus. En fait, il n'y a pas une perspective de renouvellement qui s'impose de façon massive. C'est-à-dire qu'en fait, quand on demande aux gens qu'est-ce qui serait mieux ou moins bien, globalement, ce qui vient en premier, c'est plus de participation. Ça assez clairement. Mais sous quelle forme? Là, après, c'est pas évident. C'est-à-dire entre ceux qui veulent des référendums, ceux qui veulent la démocratie locale, ceux qui veulent des conventions citoyennes. Enfin, c'est différentes formes quand même, tout ça. Donc, il n'y a pas un projet qui se dégage. Le RIC est globalement accepté, hein, le fameux truc des gilets jaunes, là. C'est assez constant, à 70-80% de Français qui disent c'est très bien. Là se pose aussi la question de comment on contrôle un truc pareil. Voilà, mais c'est une vraie question. Hein,
qu'en Suisse, par exemple, qui se posera assez régulièrement. Donc ça, c'est quand même la tendance, on va dire, dominante. Mais elle n'est pas non plus écrasante. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une autre tendance qui est aux alentours de 30-40% de la population qui dit plus d'autorité, plus de chefs forts. Avec là aussi une variation, plus d'experts. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui trouvent qu'il n'y a pas assez d'experts. Il faudrait avoir des gens encore plus technocrates que ce qu'on a déjà. C'est ce que Luc Rouban a appelé l'autoritarisme... Ah, je ne me rappelle plus le nom. Mais en gros, c'est quelque chose qui est très propre au CSP+. Il y a une petite partie des CSP+, qui trouve que quand même, typiquement, une partie du vote macroniste se retrouve là-dedans. Il y en a marre de discuter, maintenant, il faut y aller, quoi. Bon. Donc ça existe, c'est à peu près 20% de la population qui pense ça. Et puis vous avez aussi une partie de la population, quand même, mais qui est stable, là encore, hein, c'est pas... mais qui pense qu'il faudra un leader fort qui ne se préoccupe pas des élections. Ça, je vous laisse deviner dans quel bord politique plutôt ça se retrouve. C'est pas dominant hein, en France, c'est 20-30%. C'est pas rien non plus. Ben, c'est pas énorme, hein. Non mais attendez, c'est beaucoup moins que dans d'autres pays. C'est moins qu'aux États-Unis, par exemple. Qui sont pourtant réputés plus libéraux que la France. Et puis il y en a même quelques-uns qui voudraient que l'armée prenne façon de dictature. Hein. À peu près 10% constants qui trouvent que la dictature militaire... voilà, quand même, le bon vieux temps de l'ordre de l'uniforme et de la Marseillaise, du lever du drapeau, enfin bon, toute ressemblance avec des discours. Voilà. Je sais pas si tu veux. Peut-être juste un petit pas de côté pour rappeler que quand on écrit les premières constitutions, ce sont des actes de défiance à l'égard du pouvoir et l'exercice du pouvoir. Une constitution, c'est ça, c'est un acte de défiance à la base. Donc c'est intéressant parce que ça, peut-être ça inaugure un peu notre ère, mais c'est-à-dire qu'en même temps que, au même moment où, on va dire, un plus grand nombre de personnes sont plus près du pouvoir, on se méfie de lui. Voilà, on le défie même par l'idée de la Constitution, et le contrôle de constitutionnalité et se rajoute encore à cet acte de défiance. Et pour le coup, si ça ne fonctionne pas, puisqu'il semblerait que ça ne fonctionne pas très bien, pour le coup, mettre un petit bémol aussi sur le fait que en France, ça ne fonctionne vraiment pas bien, mais globalement, et c'est quand même ça ma problématique, irrésolue pour le moment, parce que c'est comme ça que je termine le livre, c'est que quand on regarde la justice constitutionnelle ailleurs, où les juges sont plus indépendants, respectent plus les conditions de l'impartialité, la déontologie, motivent plus leurs décisions, elles ne sont pas non plus les freins qu'on pourrait attendre à l'exercice du pouvoir. Et ça, c'est très interrogeant. Alors peut-être parce que justement, par exemple, les juristes, magistrats, professeurs de droit appartiennent à la même catégorie que ceux qui exercent le pouvoir tout en étant une catégorie à part, et que peut-être ça pourrait expliquer. Mais je ne suis pas sûre que ce soit suffisant comme explication. Bon, en tout cas, voilà, c'est une question que je me pose. Pour rajouter juste un mot sur les contre-pouvoirs, jusqu'à présent on a parlé des contre-pouvoirs institutionnels. La démocratie, c'est pas que des institutions, c'est aussi d'autres façons d'agir, extra-institutions pour faire pression dessus. Les manifestations, les pétitions, enfin, il y a plein d'autres façons de faire contre-pouvoir au-delà des institutions. Et c'est vrai qu'en France, traditionnellement, on a plutôt misé sur ce côté-là. La tradition française, c'est un peu le peuple face au roi, pour simplifier un peu. Que ce soit le souverain ou le monarque, que ce soit l'assemblée souveraine. La tradition, c'était plutôt la rue contre l'assemblée. Pour être un peu brutal dans la façon de dire. Ce qu'on a peut-être tendance un peu à perdre aussi, justement, jusqu'à un certain point, c'est-à-dire à force de commencer à raisonner tout le temps en termes d'institutionnalisation du contre-pouvoir, il n'y a pas que les institutions en termes de contre-pouvoir. Il y a plein d'autres choses qui sont faisables, possibles, et je ne suis pas sûr qu'on gagnerait, disons, à remplacer une tradition manifestante par une tradition d'appel au juge, par exemple. C'est pas nécessairement, à mon avis, c'est pas les vases communicants, on va dire, où il faudra absolument institutionnaliser des contre-pouvoirs. Le contre-pouvoir se fait aussi hors des institutions et contre elles.
Et historiquement d'ailleurs, puisqu'on va faire de système représentatif, l'élection à l'origine est vue comme une forme de contre-pouvoir, c'est-à-dire que c'est un moyen de virer les gens en fait. C'est moins vu comme un moyen de mettre au pouvoir des gens qui ont un programme, ils n'ont pas de programme au départ, ils votent on leur fait confiance personnellement. Et surtout, ce qu'on veut pouvoir, et ça c'est très clair chez John Locke en particulier, c'est de dire, si le gars fait pas son boulot ou mal son boulot, il faut qu'on puisse le virer. Donc c'est vu comme un contre-pouvoir populaire face à l'aristocratie, face à la monarchie à l'époque, mais la monarchie n'est pas élective. Donc voilà, faut garder cette idée que, à partir du moment où le peuple n'est pas au pouvoir, pour dire très clairement, et dans nos sociétés, le peuple n'est pas au pouvoir, c'est pas vrai. C'est pas lui qui gouverne, c'est pas lui qui fait les lois, etc. Dès lors qu'on n'a pas ça, logiquement et structurellement, on va voir naître des mécanismes que Pierre Rosanvallon appelle la contre-démocratie. Les mécanismes par lesquels... Mal nommé d'ailleurs. Très mal oui, nommé. non, il a nommé très mal parce qu'en fait, c'est pas une démocratie contre, c'est une démocratie alternative. En fait. C'est une autre façon d'exercer du pouvoir par le peuple, pour le peuple, les associations, etc., tout ce qu'on... Mais cette idée-là, finalement, l'idée que la contestation extra-institutionnel et un contre-pouvoir structurant du régime représentatif, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez quelqu'un comme le grand politiste américain Robert Allen Dahl, DAHL, comme celui qui a écrit Charlie et la chocolaterie, mais rien à voir, qui parle, lui, qui propose de penser nos systèmes non pas comme des démocraties, représentatives ou pas, mais comme ce qu'il appelait des polyarchies, c'est-à-dire la coexistence à un même moment de plusieurs pouvoirs, dont des pouvoirs institutionnels, et des pouvoirs populaires. Et finalement, nous dit-il, en fait, ce qui fait la polyarchie, enfin, ce qui fait la caractéristique de ces systèmes, c'est pas l'élection, c'est pas seulement l'élection, c'est pas prioritairement l'élection, c'est d'abord et avant tout la possibilité de contester le pouvoir, par les urnes ou autrement. Et ça, aujourd'hui, disons, quand on se pose la question du statut démocratique ou pas d'un certain nombre d'autres pays, entre autres vers l'Europe de l'Est, etc., on voit bien qu'habituellement, ils ont deux cibles, les juges constitutionnels, quand ils font leur boulot, et les mouvements sociaux. Il ne faut jamais les oublier. C'est partout, il faut écraser la rue. Que ce soit les Polonais, que ce soit les Hongrois, enfin, les Polonais d'avant, le PiS, on verra. Mais c'est toujours une cible, je veux dire, le mouvement social, les mouvements sociaux, la contestation de rue, la contestation populaire, c'est une cible au même titre que les contre-pouvoirs institutionnels. Il ne faut pas l'oublier. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Vous pourriez nous donner quelques éléments, Madame Fontaine, sur le travail concret des juges du Conseil constitutionnel, parce que vous nous avez décrit comme étant assez peu nombreux, et vu l'inflation des décisions qu'ils prennent, sinon à utiliser l'intelligence artificielle, je ne vois pas comment ils peuvent produire autant de travail en étant si incompétents, en étant si peu, parce que finalement il y a quand même un travail énorme derrière. Je ne vois pas en fait concrètement comment se passe la prise de décision et j'arrive pas non plus tellement à voir ce que vous mettez derrière prendre une bonne décision. Parce que souvent vous avez utilisé cette expression, s'ils prenaient les bonnes décisions, voilà, ça fonctionnerait mieux. Je n'arrive pas à comprendre ce que vous mettez derrière ça. Peut-être commencer par un petit exemple. Prenons une loi quelconque. Je prends un extrait d'une décision. Donc le Conseil, dans la décision, par exemple, il est dit que telle institution favorise l'égalité d'un tel, enfin de telle catégorie. Peu importe. C'est à peu près l'idée. La loi dit ça, le Conseil reproduit l'énoncé qui vient d'être adopté et il ajoute, dépourvu de portée normative, cette disposition est contraire à la Constitution. Circuler. Il n'y a rien à voir. Il fait ça très souvent, bref. Bon, ça c'est... Voilà, ça c'est pas une bonne décision. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce que c'est dépourvu de portée normative? 2, pourquoi est-ce qu'une décision dépourvue de portée normative est contraire à la Constitution? Donc ça n'est pas marqué dans la décision.
Ça n'est pas marqué non plus dans le commentaire que le Conseil fournit lui-même de la décision, parce que c'est un peu une bizarrerie que nous avons, il commente ses propres décisions. Alors, encore s'il les avait commentées pour nous expliquer tout ce qu'il n'y a pas dans la décision, ça aurait été bien. Des fois, il nous dit, juste dans le commentaire, ah bah en fait, ce principe-là, il l'avait déjà tiré dans une décision précédente. Qu'à cela ne tienne, je vais regarder la décision précédente, qui est formulée exactement de la même manière. On ne sait pas d'où ça vient. Alors, ça peut être un peu moins visible que ça, mais c'est un peu comme ça. Le principe même de la motivation des décisions du Conseil, il est le suivant. Il dit, parce que la loi dit ce qu'elle dit, elle est ou elle n'est pas contraire à la Constitution. C'est la motivation type du Conseil. Donc il y a bien un « parce que » qui permet de dire au tatillon « mais si, c'est bien motivé parce qu'il a dit parce que ». Okay. Et on comprend bien que c'est une motivation de façade. C'est très pratique pour lui. Alors c'est encore mieux pour les cavaliers sociaux. Parce que alors là, c'est le fait même de dire que ça n'a pas de rapport direct ou indirect avec la loi. Il dit ça, donc c'est contraire. Alors pourquoi ça n'a pas de rapport direct ou indirect, ça parce que alors, quelquefois, on se dit, bah, si, c'est tout à fait... Enfin voilà, j'ai lu la loi, tout va bien, c'est tout à fait en rapport avec la loi. Non, mais lui, il dit que ça n'a pas de rapport. Et dans ces cas-là, il dit, je n'ai pas besoin de motiver. Et dans son commentaire, d'ailleurs, il dit, j'ai pas besoin de motiver, c'était un cavalier. On vous dit, j'ai pas besoin, c'est le conseil. Oui, bah, c'est ça. Il n'y a pas d'opinion dissidente. Non, ça n'existe pas chez nous. Non, alors ça n'existe pas parce que, vous savez pourquoi? Alors ça, c'est génial. Parce que... Hein? Non, non, parce que, en fait, il faut considérer que, implicitement, pour le Conseil constitutionnel, toutes les cours qui connaissent les opinions dissidentes violent le secret du délibéré. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont rien compris à ce que ça voulait dire, le secret du délibéré. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il ne sait pas ce que c'est. Parce que l'argument à chaque fois, c'est si on introduisait les opinions dissidentes, on violerait le secret du délibéré. C'est pas ça le secret du délibéré. C'est pas le fait de savoir qui a voté pour, qui a voté contre. C'est pas ça le secret du délibéré. Mais c'est un argument qui existe aussi à propos de la Cour de justice au sein de la Cour de justice de la République. On dit si on sait qui a voté pour, qui a voté contre, on viole le secret du délibéré. Donc il y a un petit problème franco-français là-dessus. Donc il n'y a pas d'opinion dissidente. La seule personne membre du Conseil constitutionnel, ancien membre, qui se soit vraiment exprimé en faveur des opinions dissidentes, et c'est vraiment bien la seule chose qu'il ait osé faire, c'est Pierre Joxe. Lui, il était vraiment pour les opinions dissidentes. Mais il était dans une affaire, dans une situation particulière. Pour chaque, et je reviens à votre question de départ, chaque fois qu'il est saisi d'une affaire, donc c'est-à-dire d'une loi, que ce soit une loi qui vient d'être adoptée ou d'une loi qui est déjà rentrée en vigueur, donc le président du Conseil nomme un rapporteur. Exceptionnellement 2. Donc, ces rapporteurs-là, mais souvent ce rapporteur-là, c'est le seul qui est obligé de travailler sur la loi. Il travaille, il n'a pas d'équipe personnelle, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que tous les autres, entre guillemets, juges, normalement, ils sont là pour faire quoi? Ils sont là pour se faire leur propre doctrine à propos de la loi et de la Constitution, et pour aller discuter le bout de gras avec les autres juges. C'est ça, normalement, qu'on fait dans un délibéré. On discute. On s'oppose éventuellement. Ça arrive. Mais on a une conviction, on a une doctrine, on a... Là, ils n'en ont pas. Soyons clairs. Bon, ils n'en ont pas. Ils ont des opinions politiques, oui, et un avis sur ce que la politique doit faire. Ça, oui. Et donc, le rapporteur, alors lui, il va aller chercher l'aide. Alors, en général, il travaille main dans la main avec le secrétaire général, dont on dit des fois c'est le 10e membre du Conseil constitutionnel, qui rédige les décisions. Mais lui, il est dans le sérail, il comprend les choses de la même manière qu'eux. C'est toujours un conseiller d'État. D'ailleurs, parfois, le secrétaire général du Conseil constitutionnel devient, bizarrement, juste après le secrétaire général du gouvernement. Tiens, c'est drôlement bizarre, toute cette affaire-là. Donc, ils préparent main dans la main avec le rapporteur. Ils vont être assistés
des personnes qui vont demander au service juridique, donc il y a quand même quelques juristes qui vont les aider, mais des juristes qui ont été formés à l'école, le Conseil constitutionnel, c'est super. Et donc ce qu'il fait, c'est drôlement bien. Et en fait, c'est ça, c'est un problème aussi. Alors, le travail qu'ils font, mais justement, le travail qu'ils font, c'est pas un travail, moi je le pense sincèrement, véritablement approfondi et de réflexion, ni autour de la Constitution, ni autour de la loi qui est adoptée, des dispositions de la loi. C'est-à-dire qu'ils voient souvent de la loi quand même un petit peu ce qui en a été dit dans les journaux, souvent, et surtout ils voient de la loi ce que lui en dit celui qui vient beaucoup au Conseil, le secrétaire général du gouvernement. Lui, c'est lui en fait qui il maîtrise en partie. C'est comme, voilà, il y a le parlementarisme rationalisé et il y a le contrôle de constitutionnalité rationalisé. C'est-à-dire que le gouvernement est très présent au Conseil constitutionnel parce que bizarrement, c'est lui qui explique la loi au Conseil constitutionnel. C'est pas les parlementaires. Et les parlementaires, sauf exception, ils ne sont pas auditionnés, ni ceux qui ont voté pour, ni ceux qui ont voté contre. L'occasion d'épisode des retraites, ça a été une exception. On a auditionné les parlementaires. Mais ça ne se produit pas habituellement. Les parlementaires qui sont les auteurs de la loi, ils ne viennent pas parler de la loi au Conseil constitutionnel qu'ils ont adoptée ou qu'ils ont refusé d'adopter. C'est étrange. C'est le gouvernement. Et donc ça fait quoi? Ça fait que régulièrement, par exemple, les parlementaires, ils osent voter un amendement que ne voulait pas le gouvernement. Ouh là là, frisson, frisson. Frisson, que fait le gouvernement devant le Conseil? Il dit non, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien du tout. Et bizarrement, le Conseil censure l'amendement. C'est pas systématique, mais ça arrive quand même assez régulièrement. Donc vous voyez, voilà, ça se passe un peu comme ça. Je ne vais pas... Alors, il y a la question du fait que les conseillers, qui ne connaissent pas bien la Constitution, puisque de toute façon, quand... Ça, c'est une remarque générale. Je me suis aperçue il n'y a pas longtemps. On passe 20 fois devant le même truc, puis en fait, on ne voit pas. Je me dis quelque part, c'est pas forcément un reproche, c'est juste que c'est un constat. Toute personne aujourd'hui qui brigue un mandat électif national n'est pas en devoir de connaître la Constitution, en vertu de laquelle, mais vous n'imaginez pas le nombre de parlementaires qui me disent « Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah, mais je ne savais pas que ça existait, ça, dans la Constitution. Ah, mais non, non. » En fait, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Ils ne savent pas ce qu'il y a dedans, la plupart. Ou ils le savent à moitié. Je m'en rends compte tout le temps. Comment ça se fait? Ben, ça se fait que la question constitutionnelle n'est pas une question, c'est une question d'experts. C'est pas une question publique, c'est pas une question politique. C'est une question... Et d'ailleurs, Emmanuel Macron l'a dit il n'y a pas longtemps. Quand est-ce que je l'ai écouté? C'était après la loi sur l'immigration, quand il était... c'était à vous, là, ou je sais pas quoi, là. Bon, j'ai fait un effort, je l'ai écouté. Il a dit la Constitution, c'est que de la technique. C'est ça qu'il a dit. Donc, il valide cette comment dire, interprétation-là de la Constitution. Alors, c'est que de la technique, mais je peux vous dire qu'au Conseil, on a de mauvais techniciens. Je prends un tout petit exemple, et ce sera le dernier. Dans la décision retraite, par exemple, pour moi, il a fait une faute de droit qui est impardonnable. Et que, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, j'en ai parlé chez Garapon, justement, dans l'émission Esprit de Justice. Il a comment dire, assimilé les mesures qui ont un impact financier avec les mesures de financement. Ce n'est pas du tout la même chose. Une mesure de financement, donc, qui devrait être contenue dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale, ce n'est pas une mesure qui a un impact financier, parce que toutes les mesures, pratiquement, ont un impact financier. Presque tout, ou coûte de l'argent, ou rapporte de l'argent. Donc, toute mesure a un impact financier. Mais toute mesure n'est pas une mesure de financement. C'est clair, c'est très simple à comprendre. Bon. Bah, le Conseil, dans sa décision, pour justifier qu'on avait utilisé le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour réformer le système des retraites et changer l'âge légal de départ à la retraite, eh bien, il y a au moins 3 passages, je crois, où il dit telle disposition, ça a un effet sur les finances de la Sécu, donc ça pouvait être dans un
PLFSS. Ben non. Ben non, ça n'est pas ça. Mais c'est une erreur basique, hein. Une erreur basique. Bon. Une erreur ou autre chose, parce que vous nous avez livré un... Ah mais bien sûr que c'est volontaire. Sur Hollande, mais non, mais bien sûr que c'est volontaire. C'est volontaire. Alors c'est volontaire, mais jusqu'à quel point il s'arrange, ok. Mais jusqu'à quel point ils connaissent la différence entre les deux, je ne suis pas certaine. Non, non, franchement. Franchement. Non, non, franchement, vous discutez avec eux, vous commencez à comprendre qu'ils ne sont pas très bons. Vraiment. Et juste une question, avec la QPC, ils ont beaucoup plus de travail, et là il y a un flux d'activité. Oui, ils ont beaucoup plus. C'est pas eux qui les traitent. Oui, ils ont beaucoup plus de travail, en effet. C'est un fait, ils travaillent un petit peu plus qu'avant. C'est eux qui les traitent, hein, c'est eux qui décident. Pour chaque QPC, ils sont... Alors, en fait, c'est comme il faut comprendre que la QPC, c'est quand même un peu comme la Cour suprême américaine. La Cour suprême américaine, elle récupère une centaine de décisions d'affaires par an. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Tout le monde peut aller à la Cour suprême, mais en réalité, la Cour suprême n'accepte quasiment aucune affaire. La QPC, vous êtes, par exemple, vous êtes devant un juge judiciaire, vous dites « Ah, je pose une question prioritaire de constitutionnalité ». Le juge judiciaire regarde, il dit « Ouais, ça me semble un peu sérieux » ou « Non, ça me semble pas sérieux ». Si c'est pas sérieux, il dit « C'est pas la peine ». Si ça lui semble un peu sérieux, il réfère à son chef, la Cour de cassation, qui dit « Bon, c'est sérieux, c'est pas sérieux, c'est bien, hein ». Et la Cour de cassation dit « Bon, ok, allez, c'est une QPC qui mérite d'être posée, on va saisir le Conseil constitutionnel ». Pareil pour le juge administratif et le Conseil d'État. Et là, ça arrive devant le Conseil constitutionnel via ce filtre. Et dans ces cas-là, le juge sursoit à statuer, c'est-à-dire qu'il attend pour rendre sa décision, il attend que le Conseil rende sa décision sur la loi qui doit être appliquée dans le litige. Et il doit se prononcer dans les 3 mois. Voilà. J'ai une question. Oui, j'aurais une question sur le... Bon, nos démocraties sont pour l'essentiel représentatives, sauf qu'on sait qu'elles ne sont sociologiquement absolument pas représentatives. Il y a un écart absolument faramineux entre la composition de la société, enfin même des électeurs, je ne parle même pas de la société française, mais des électeurs, et la composition, par exemple, de l'Assemblée nationale. En termes d'âge, en termes de catégorie sociale, y compris même s'il y a eu quelques évolutions en termes de genre, etc. C'est peut-être pas sans rapport avec la défiance généralisée à l'égard des institutions et notamment des représentants. Est-ce qu'il y a dans le cadre, tout en restant dans le cadre de cette démocratie représentative, donc il y a sans oublier les autres formes d'intervention possibles, est-ce qu'il y aurait des moyens, des possibilités pour essayer d'infléchir je sais qu'il y a une loi sur la parité, etc., mais enfin qui a des résultats modestes et qui ne concerne pas, par exemple, la question de la représentativité en termes de catégorie sociale. Donc, est-ce qu'on peut envisager des manières de faire qui permettraient peut-être que les représentants représentent socialement un peu mieux les représentés? Alors, on peut les imaginer. Après, il faut quand même se poser avant une question. Enfin, il faut quand même avoir conscience du fait que ce serait très compliqué. Ça poserait énormément de problèmes, je vais y revenir. Mais surtout, avant, il faut se poser la question, est-ce que ça a vraiment un intérêt? Je m'explique tout simplement, c'est qu'on a quand même un exemple en France, on fait partie des quelques pays qui ont des lois paritaires sur le genre. Donc, depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années, concrètement, la proportion de femmes a quand même très nettement augmenté. On est passé de 10 à 40% à l'Assemblée, et il y a tout un ensemble d'instances où c'est des scrutins de liste, où c'est en gros paritaire, enfin vraiment 50-50. C'est pas ça qui a fait plus de confiance. Donc personnellement, je ne crois pas que ce soit une source de confiance ou de défiance, la ressemblance. Parce qu'en fait, le principe même de l'élection, c'est qu'on va choisir quelqu'un qu'on va estimer meilleur que soi. Si vous n'estimez pas que la personne pour qui vous votez est meilleure que vous, vous ne votez pas pour lui.
personne ne va voter pour un crétin incompétent, qui trouve être un crétin incompétent. Pardon. Tout le monde va trouver que le gars est vachement bien. Non mais, ou la femme d'ailleurs. Mais dans tous les cas, c'est pareil. Si on vote pour quelqu'un, c'est parce qu'on estime qu'il fera mieux le job que nous. Donc par principe, il y a quelque chose dans l'élection qui est structurellement favorable à la supériorité sociale. Et c'est pour ça que c'est le cas dans tous les pays, ça l'a toujours été. Et c'est un constat que faisaient déjà, je reviens aux Grecs anciens, les Grecs anciens. L'élection est favorable à l'élite sociale. Toujours. C'était le cas à l'époque, c'est le cas aujourd'hui, c'est le cas dans tous les pays. Donc, voilà. De mon point de vue, ça ne servirait à rien. Mais, admettons qu'on veuille le faire. La vraie difficulté, il y en a deux. La première, c'est de définir les catégories en question. Et là, bon courage pour arriver à trouver une catégorisation relativement consensuelle. Parce qu'encore, homme-femme, c'était que binaire. Je vous fais remarquer qu'il n'y a pas les trans, il n'y a pas tout ça là-dedans. Enfin, on va attendre la question quand ça va arriver un jour, qu'on va avoir des candidats trans dans un sens ou dans l'autre, est-ce qu'on les compte comme femme ou comme homme? Non mais, bon, ça va déjà être un pataquès. Mais alors imaginez qu'on va commencer à parler, c'est quoi les classes populaires? Est-ce qu'un ouvrier, par exemple, c'est comme un employé? Dans les employés, par exemple, il y a les instituts. Est-ce qu'un institut, c'est la même chose qu'un manutentionnaire? Non, les instituts ne sont pas employés, ils sont en profession intermédiaire. Non, ils sont employés. Les instituteurs, c'est employés. Non, vous parlez des professeurs des écoles. Moi, je vous parle des instituteurs. Les instituteurs, ce sont des employés. Il y en a presque plus, ils sont en train d'arriver à exception. Mais, est-ce que c'était vraiment la même chose qu'un manutentionnaire cariste? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est qui les classes populaires? C'est qui les professions intermédiaires? Bah, c'est de blague, les professions intermédiaires, les classes moyennes. Personne ne sait ce que c'est, personne n'a sa définition. C'est qui l'élite sociale? Qui on va définir comme faisant partie? Vous voyez, on est sur plein d'éléments sur lesquels il n'y aura pas de consensus, ni social, ni politique. Donc je pense qu'on rentre dans un pataquès, on n'a pas fini. Mais surtout, si on commence à le faire pour les catégories sociales, socio-économiques, ok? On va le faire sur les catégories ethniques, c'est évident, ça va arriver derrière. Vous voyez, après, dans une logique de boîte de Pandore, c'est-à-dire que si on va au bout de la logique de représentativité sociale, après on va le faire sur le handicap, puis sur les différents types de handicap, vous voyez, et à un moment donné, en fait, on aura une assemblée, si on veut vraiment qu'elle soit représentative, c'est simple, il faut qu'elle soit composée de tous les citoyens. Parce que chacun est unique en réalité, c'est-à-dire que à un moment donné, le principe même de la représentation, c'est de donner une figuration abstraite. Il faut qu'on fasse abstraction de certaines différences. Sinon, c'est nous-mêmes. Voilà, ça veut dire. Donc, en fait, c'est un débat, si vous voulez, une fois qu'on rentre là-dedans, on ne fait que relancer le même débat, vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, moi, je pense que ça n'amènerait rien de plus, très honnêtement, en termes de confiance. Hein. Après, on peut estimer à titre personnel que c'est plus juste, etc., mais je ne crois pas que ça produirait de la confiance politique supplémentaire. Et par contre, je suis sûr que ça rentrerait dans un grand débat, dans un débat infini, sur qu'est-ce qu'il faut ou pas faire représenter à l'Assemblée. Remarquons qu'à l'époque, la loi sur la parité, il y a un certain nombre de collègues qui ont étudié les discours sur la parité, qui sont des discours très intéressants, hein, parce que c'est des discours qui ont essayé de démontrer, justement pour parer à ce risque, ce qui était démontré à l'époque, à ce qui était posé comme la boîte de Pandore, pour essayer de démontrer que la différence sexuelle, c'est pas une différence comme une autre. C'est de dire, en gros, les femmes, c'est pas, les rapports hommes-femmes, c'est pas comme les rapports blanc-noir, par exemple. Les femmes ne sont pas une catégorie sociale, les femmes sont une catégorie naturelle. C'est quand même ça l'argument qu'il y a derrière la parité, il faut faire attention. C'est un argument essentialiste. L'argument qui a été utilisé pour le faire passer, c'est les femmes vont faire de la politique autrement. Ah bon? Les femmes font de la politique autrement depuis 20 ans? On peut se poser la question, c'est moins qu'on puisse dire. Et surtout, ça supposerait qu'il y a quelque chose comme un être femme. C'est ça qu'il y avait derrière. C'est ça qui a fait, entre autres, que la droite a voté la réforme constitutionnelle. C'est qu'il y a quelque chose comme un être femme qui s'est retourné bien souvent contre les femmes. Parce que derrière les femmes, ça c'est ce que ma collègue Catherine Achat appelle le salto du stigmate. Avant, on ne voulait pas des femmes parce qu'elles étaient nulles. Maintenant, on veut bien des femmes, mais à des postes de femmes. Autrement dit, on ne les prend pas aux finances, on ne les prend pas aux armées, par contre, on les met à la petite enfance, on les met au travail social, etc. etc. Et vous regardez où sont les adjoints au maire, les uns et les autres, où sont comment sont composées les commissions de l'Assemblée encore, aujourd'hui. Hein. Vous avez des commissions, mais pas du tout égalitaires, on va dire, paritaires, pardon, du point de vue du genre. Avec une très nette surreprésentation des femmes, entre autres, dans toutes les tâches dites traditionnellement féminines. Hein, l'école, la petite enfance, tout ce qui touche au care, la santé, etc. Tout ça,
Ça, on balance aux femmes, il n'y a pas de souci. Par contre, quand on commence à parler des trucs de bonhomme, hein, l'argent, l'armée, tout ça, là, vous voyez que ça se réduit au niveau, à l'échelle des intercommunalités, par exemple, des communes, souvent, très souvent, l'urbanisme. Par exemple, il y a très peu de femmes à l'urbanisme dans les communes. C'est une des fonctions principales des communes. Hein. Où il y a plus de pouvoir, où il y a plus d'argent. Alors les mettre à la délégation au quartier pour faire du sport avec les gamins, oui. Par contre, leur donner les permis de construire, il ne faut pas rigoler. Non mais, je suis très sérieux, il y a énormément de critiques hein, sur la loi paritaire, sur ses effets pervers, y compris pour les femmes. Donc, est-ce qu'on veut vraiment rentrer dans plus? Je ne suis pas persuadé que ce soit une bonne idée, et surtout, je ne crois pas que ça accorderait de la confiance en plus. Et ça, c'est... parce que ça ne l'a pas fait jusqu'à présent. Alors, on va peut-être prendre juste une dernière question. Il y avait monsieur Léa qui avait J'ai une question très... vous disiez, madame, tout à l'heure que le Conseil constitutionnel ne connaît pas très bien la notion du secret des délibérés. Vous disiez qu'il se planquait derrière cette définition, pour lier les opinions du gouvernement. Mais moi, je ne sais pas ce que c'est que la définition du secret des délibérés, donc je ne vois pas où est le problème de cet argument. Non, c'est juste que le délibéré, c'est la discussion qui a lieu une fois que toutes les parties ont été entendues, toutes les pièces ont été examinées dans des conditions normalement des débats équitables. C'est la discussion qui a lieu entre les personnes qui ont pour fonction de juger, c'est-à-dire de rendre une décision sur l'affaire, pour parvenir donc à la décision qu'ils vont prendre. Le délibéré, c'est ça. Et donc, violer le secret du délibéré, c'est divulguer ce qui s'est passé pendant cette discussion. À la fin de la discussion, une décision est prise avec un vote. Le vote ne fait pas partie du délibéré. Il est le résultat de ce délibéré. Ça n'est pas la même chose. Donc le délibéré, c'est cet espace entre le moment où, encore une fois, je le répète, toutes les parties ont été entendues. Toutes les pièces du dossier ont été examinées. Et donc il n'y a plus rien à faire, à se renseigner et à écouter. Il n'y a plus rien à faire que de discuter et de savoir quelle décision il faut prendre en vertu de tout ce qui a été discuté. Et donc c'est ce moment-là qui fait l'objet d'une protection. D'accord ? Et on le comprend, on sait pourquoi. Parce qu'il ne faut pas qu'il puisse y avoir d'exercice de pression sur les uns ou sur les autres, parce que tel ou tel type d'argument a été donné, tel ou tel type de chose a été pensé. Ça ne change pas le fait que on sait qui a voté en faveur de la décision qui est rendue ou qui a été contre. C'est pas la même chose. Et de fait, le Conseil constitutionnel, on ne sait jamais en fait si la décision a été rendue à la majorité ou à l'unanimité, on ne le sait pas. On ne le sait pas. C'est potentiellement aussi un problème. Bon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je trouve ça assez intéressant de dire que les opinions dissidentes, accepter les opinions dissidentes, ça violerait le secret du délibéré, alors même que la loi a ouvert l'accès au compte-rendu des délibérations à compter d'un délai de 25 ans après qu'il se soit tenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui a été décidé il y a 25 ans, eh bien, on a accès à ce qui s'est dit. On a accès au moins au compte-rendu. Et là, bizarrement, on ne trouve pas qu'il y a violation du secret des délibérés. Vous voyez, au nom de la question de l'accès aux archives. Oui, mais il n'y a pas de raison que ça fonctionne dans un cas et dans un autre. Bah si, parce qu'on pourrait dire que 25 ans plus tard, les gens sont plus sous objet de pression. Oui, mais c'est une question de coïncidence, c'est pas une question, comment dire, c'est juste une question de coïncidence. Non, je ne suis pas forcément d'accord, mais c'est simplement pour souligner que, voilà, on utilise l'argument dans un cas et pas dans un autre. Voilà. J'en profite juste pour dire que, un tout petit truc, mais en fait, au départ, sur la démocratie représentative, il n'y a pas d'ambiguïté. Parce que la démocratie représentative, ça vient de la notion de représentation.
et pas de la notion de représentativité. Ce sont deux notions très distinctes. Donc la démocratie représentative ne se veut pas représentative dans le sens dont vous parlez. Mais il y a un mot, il y a une expression qui m'échappe pour parler de la démocratie au sens que les... Substantiel plutôt que descriptif. Non, descriptive. C'est la démocratie descriptive qui est employée pour s'opposer à la démocratie représentative en tant qu'elle n'est pas synonyme de représentativité. Voilà, Eh bien, merci bien. Je vous propose qu'on s'arrête là. 3 petites choses avant que vous partiez. Quelques exemplaires de l'ouvrage La Constitution maltraitée de Laureline Fontaine qui sont disponibles à la vente. Donc si vous êtes intéressé, venez me voir. Le prochain Café Sciences Sociales aura lieu le vendredi 19 avril. On parlera inflation et inégalité avec l'économiste Florence Janicatrice et Anne Brunner de l'Observatoire des inégalités. Si vous voulez être tenu au courant des prochains Cafés Sciences Sociales, vous pouvez laisser votre adresse mail sur voilà, ce petit papier. Donc pareil, venez me voir. Et enfin, si vous voulez continuer la discussion, il est possible de rester manger ici. Voilà, donc peut-être avec les intervenants d'ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez rester manger avec nous. Merci encore à Laureline Fontaine.